On est live, monsieur le maire. Ah non, c'est un méchant agenda. Tu l'as mis? Non. Ça, OK. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. OK, on va aller à l'ouverture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par Oui. conseiller Forgue, appuyé par Oui. conseiller Mainville. OK. Proposé. Tout le monde d'accord? Oui. OK, adopté. Modification à jouer à l'ordre du jour. Moi, j'en ai aucune, monsieur le maire. OK, conseillère. J'aimerais ça peut-être avoir une discussion concernant l'Halloween. On a jasé de ça, voir si on va faire des recommandations basées sur qu'est-ce que J'ai déjà. le bureau de santé. On va dire que c'est que j'ai fait. OK. Courriel. OK, j'ai aussi, je crois, Madame Maisonneuve, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, je voulais juste parler pour le COVID, finaliser mon rapport à Restart. Il est déjà là, Cécile. Ah, OK, tu l'avais. Oui. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Alors, conseiller Brière pour l'Halloween. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. OK, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Tout le monde d'accord? OK, adopté. Prochain, c'est déclaration conflit d'intérêt. Pas ce que je sache. OK, good. Non, c'est bon. D'abord, il n'y en a pas. Procès verbaux de la réunion précédente, le 5 octobre. Alors, qu'il soit résolu que les procès verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Procès verbal de la réunion ordinaire tenue le 28 septembre 2020 et procès verbal de la réunion ordinaire tenue le 5 octobre 2020. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Forgue. Questions, commentaires sur les minutes? Non. OK. D'abord, l'adopter. Merci. L'autre, c'est les conseils municipaux de la bibliothèque. Alors, qu'il soit résolu que le procès verbal de la réunion suivante du conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation soit adopté tel que présenté. Procès verbal du 10 septembre 2020, proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Questions, commentaires, c'est minutes de bibliothèque? Non, OK, d'abord, adopté. OK, 7.1. Fire Chief Hovey, I guess you're up next with Mr. Edward Darby about the plan coming up. You're going to have to speak fairly loud, a bit That closer. I don't usually have a problem with. All right. Okay, thank you. Is your mic on? Yeah, Amy has already turned it on for me. So just to make sure, Ted, or Edward, better known as Ted, so we'll call him Ted moving forward. He'll go through his presentation tonight. We've asked to keep it to 30 minutes, so we're going to do our best to do that. I just wanted to outline a little bit that it has been quite the job working towards this, so there's been many more 30 minutes put into getting this put together so far, and we still have a good road ahead of us to make some hard decisions on what we're going to do. But today is just an info package, if you wish, to get you up to speed a little bit on the road we've traveled and what we're looking to get to. Okay. So I'll leave it to Ted. So, are we ready to go? You can use the laptop or So while we're waiting for the warm-up, can I take off my mask? Yeah. Sure. So thank you very much, Mr. Mayor, members of council, public. I'm delighted to be here to give you a update, a progress report with respect to our fire master plan. I really want to stress we are not bringing any recommendations, we're not bringing any findings, we're bringing a work in progress. We are talking about some things that could be potentially controversial. We're talking about change, and I think it's important that you're aware of the kind of conversations that we are having
because we want you to hear it from us first as opposed to hear rumors on the street. As well, we're also very conscious that you may hear some rumors on the street, and it's important that you're able to say, well, actually, this is the process, and this is where things are, and we're not at the point of making decisions, we're at the point of continuing to have conversations. So as long as we're really clear about that, but here we go. Okay, so what I want to do is to just do a quick review of the process. We are landing on our mission, vision, and values, which is important, and I'll indicate why. We're talking about strategic directions. We're starting to focus on the key questions we have to answer. The big issue that we're going to talk about tonight is station location. So that's the big issue that I'm talking about. But there are some other issues that I'll touch on as well, and then next steps, where we're going to go from here. So, and Phil, please feel free to interrupt me if there's something that you want to discuss. You're well aware, I think, already of why we're doing this. Basically, it's what we do, it's why we do it, it's how we do it. So we're asking those very basic questions. And the how is based on a comprehensive hazard analysis, what the community needs, what your past experience has been, and also what are the aspirations of your fire department. What do the firefighters want to do? What does the leadership want to do? I'm sorry, Ted, do you mind? Oh, sure. You can take the mic off and keep your hands. Might be. Because I like to walk around a little bit. Hi. Hi. Just before you go any further, I just wanted to ask, when was the last time that we had a strategic plan? I haven't seen one for the fire services. I don't believe there is one. So this is the first time, brand new. I might have seen something during the Chief Pison's time. Yeah, I believe there's original strategy that was brought out to amalgamate the departments together. So that would have been in 2004. It's when we made one fire department. Okay. Before, it was still 5 different departments. We joined them into the nation fire department. And That was the in last time. 2000 I was a counselor back then. Yeah, in 2004, it wasn't truly a full strategic Right. plan ripped down to what we do, how we do it, when we do it, with what we're going to do it. It was more of a generic, this is how we're going to move ahead with a new program as one fire department. So Okay. it was a little higher level, kind of let's play in the same sandbox, compared to let's truly see who we are, who we want to be, how we're going to get there. Okay. Good. Good. Well, thank you, because it is critical to recognize the past, the history, where you're coming from. So I appreciate, Mr. Mayor, the insight to the previous plan, and we'll see if what we can dig up, see if we can find a copy somewhere. So external analysis, internal analysis, what are our options, what are our directions, and then we come up with a new plan. Where we are today is we're talking about options. Cable. But where we are today is we're talking about options. Okay, so let me just go forward. Okay, process, I think you're well familiar with this. You're participating in the 5-question interviews. We've had numerous consultations and a planning day with the firefighters. That process is ongoing. This is the planning session that we had back in September 1st and 2nd with all the firefighters. Where we talked about the background information. We got the mission, vision, values, and I'm about to share with you, were developed by the firefighters in small group sessions. We considered all the 5-question interview results that we had, and it was the firefighters that started to focus on strategic issues and where they wanted to go. So just a couple highlights. Population, you're well aware of your current population and where it's going. I think that's probably the future estimate is probably understated. I suspect you're looking at greater growth than what this would indicate. But I think it's important that we recognize where you are in terms of population and where you're going. So we'll be talking about that. Your current call volume and the types of calls you're doing are reflected here, just to keep in mind, or to illustrate the volume that you're currently doing and the types of calls that you're currently responding to. And you can see that the major volume are things like false alarms,
and motor vehicle accidents are quite significant. So that's an important factor we have to keep in mind going forward. When we look at the hazard analysis, there's a lot of detail that you'll be receiving in the final report, but it's important to appreciate that from the perspective of the fire service, these are the hazards that we know are prevalent or in your community. So this is what your fire department needs to prepare for. You can see it's quite comprehensive. It's more than just fighting fires, a lot more than fighting fires. All hazards. Thing that that's important to appreciate is that your fire service responds when people call for help, when they're having a really, really bad day. They're going to call 911, and in many, many cases, it's your fire department that's the front line. So this all hazards notion is that the fire service has to be prepared to basically respond to anything and everything. Now, that doesn't mean that there aren't others that are going to help. There's a lot of specialized resources out there. They will help, but your fire department tends to be first on the scene. There's things that they will do on a frequent basis, such as fires and wildland fires and motor vehicle accidents. There are some other things that are more infrequent, but because of the unique hazards that you have in your community, like the river, that we need to prepare for, because they could and will happen. And then there's preparedness for the big things. So things like tornadoes and floods and multi-casualty events, they don't happen frequently, but it's important to prepare for them because they do happen. So this is just kind of a framework to help focus thinking. We also need to remember that the fire service isn't just about fighting fires and responding to situations. It's also about public education and prevention. Because the best way we can save lives is prevent the incident from happening in the first place. That's how you really save lives. So the government, and this is so our province, the Ontario Fire Marshal, and this is consistent across North America, is the notion that the fire service needs to keep in mind three key responsibilities. Public education prevention, fire safety standards and enforcement, and emergency response. And that's documented in the Fire Prevention and Protection Act. So from a statutory perspective, you have to do the first two, and the third is actually somewhat optional. But you have to have a program in public education and a program in fire safety standards. So mission and vision and values. So this is the words that your firefighters have come up with so far. This is still a draft. It's not been, we still have to go back and forth, so it's still a work in progress. But you can see some key words. And one of the words that I'd like to pick up on is service excellence. This is what your firefighters see their role is for this community. This is what they want to deliver, service excellence. And who they aspire to be, where they want to be, and these are their words. They want to be community focused, meet the ever-changing needs of the community, and ensure a safe and secure environment through professional development, unity, and teamwork. So this is really important. The words here are carefully chosen. Being professional, they're volunteers, but they're pros. They may not be career, they may not be full-time, but they still see themselves as professional. That's where they want to be. Unity, one department. And teamwork, working together. Values, this is critical because this is what states how your firefighters want to behave, how they're going to work together. So it's really important to have comprehensive values because this is what you constantly touch base. In management, as you know, you constantly want to base your decisions and your behaviors on values. So we're trying to be very clear. And hopefully all this works well with your municipalities' mission, vision, and values. Hopefully there's no separation between the two, but basically we're saying the same thing. Okay, you're aware of the 5-question interviews. So we went through that process to make sure we understood what you see as the issues. We talked to senior management, to council, to the firefighters. We came up with a number of strategic questions from those interviews.
from all the information we gathered through those 5 questions, we came up with a number of key questions that we needed to answer, such as the role, what we should do to deal with public education and fire prevention, the issue of stations, do we have the right number in the right location, what do we need to do to improve training and facilitate certification, how should the department be organized, what should be done to consider better, more efficient service with neighboring departments, how we're going to work well with our neighbors, what can be done to improve firefighter retention, recruitment, team building, and esprit de corps, and other issues. So those strategic questions were what was presented at our that planning day I mentioned. But this basically starts to focus our report. These are the questions that we have to answer. Okay. So now we're getting to the heart of the update for today. So the first one is the services that we are going to provide. So what you see in this slide is what we're talking about, the conversation we're having in terms of services that we believe the nation should provide. Firefighting, which includes vehicle, wildland, forestry, as well as structure. Motor vehicle, which includes both extrication, multi-vehicle, and large vehicle. Medical, we're talking about maintaining a high standard, which is known as emergency first responder, which is similar to what you'd see in other municipalities. Water and ice rescue, that currently is in your bylaw as a service that's offered. So your enabling and regulating bylaw that you have for the fire department does state water and ice rescue. But at the moment, the firefighters are not trained or certified to do what's called go water rescue, to go in the water. But they are capable of doing shore. And what we're talking about right now is that they will stay at shore-based water rescue until such time as they're trained and certified. There's enough trained and certified to do go. So that's the direction that we're proposing. Electrical emergencies, natural gas, carbon monoxide, propane. We're proposing, this is new, what is known as low-angle rope rescue. This is a technical rescue where you can bring somebody up an embankment, and with the Limoges, with the Larose forest, and embankments that you have on the river. This is something that we think is we should work towards, but this also requires training and certification. So we're not there yet, but this is something we're talking about in terms of a future service. And then, of course, public education and prevention inspection. Question number 2. So we're going to be giving a lot of thought to how we can improve public education, fire prevention, and inspection. We're going to talk more about this under organization, and what basically this is going to look at is delegated responsibility, trying to use our volunteers to the greatest extent possible. However, and this will be a staged recommendation, won't be something that's going to impact your budget in the next year or so. But as you look down the road, when you look at your peer group municipalities, you see an investment in staff that are actually dedicated to fire prevention inspection. So this is a down the road kind of, because this master plan has a 5 to 10 year horizon. So I'm going to be giving you a bit of a look ahead in terms of what we see coming down the road. Number 3, so now we're getting to the big issue tonight, just to give you a heads up in terms of our thinking. So this is about station location and role. The first question is, what law do we have to follow? Well, there really isn't much to give us guidance to tell us what you have to do. So we can't look to the province to tell us how to answer this question. How many stations and where should they be located? So the next thing we look at is standards. Are there standards or guidance that can help us? And there is. So in the United States and Canada, we share what's known as the National Fire Protection Association. There are Canadian members on it. It's dominantly a US-based organization, but it does include Canadian members.
And in Canada, NFPA standards are recognized in the fire service as guiding principles, as standards. They're not law. You don't have to do it unless statute requires it, as it does in some cases with the building code. But in this case, this is a standard which is set out in, it's called NFPA 1720, which is a standard for volunteer, not career, but volunteer fire departments. And for a rural area, which is largely who you are, and there's a population, it's defined by a population density, the minimum number of staff to respond is 6 in 14 minutes, 80% of the time. So that gives us a response time standard that we can talk about. Okay, so when you ask the question, how do we determine where fire stations should be and how they should be staffed and how they should work, here's a standard. Is it law? No. Is it precise science? There's science to it. But it's something that you consider, we think about. So this is the standard that would apply in our situation. 6 staff responding in 14 minutes, 80% of the time. Now it gets a little bit complicated when we actually try to apply that. So what it really boils down to is this, is that if you need to get 6 firefighters to the scene within 14 minutes from the time the pager goes off, and you would make certain assumptions. This is all, what I'm going to say now is based on some assumptions and some logic, but basically saying if it takes 3 minutes for firefighters to get to the station, get the truck out the door, they need a few minutes on scene to be assembled. What that leaves is about 8 minutes for that 14-minute standard, around 8 minutes travel time. And that's based on that 8 minutes is gives us a distance of about 8 kilometers. If you assume an average of about 30 kilometers an hour, which sounds slow, but when you take into account having to stop and start around, you can't always be driving at 100 kilometers. So, and and you can try this yourself, is just drive from, say, here to St. Albert, or from here to Limoges, and just see how long it takes you and the distance. So you can play with this a little bit. But basically, based on the standard and based on the logic that's stated here, what we're looking at is what does this mean if we were to plan out our stations based on an 8-kilometer travel distance. Here's the way it looks in terms of your current station location, including Castleman, where you have an automatic aid agreement. So that's in the dotted line, showing us the dotted line. The circles help give you a reference point, but this green color is actually a plot of the road travel time. So this helps you see the 8 kilometers, but this is the road travel time is actually more accurately reflected with the green area. Because you can see that in some cases it corresponds with the 8 kilometers because if it's a straight road, it's fine. But in some cases, if the road has a 90-degree turn, then as the bird flies, it doesn't work. I got a quick question. Do we have statistics that show how many times that we've been outside the 8 minutes, or how are we always within that, or is it? No, we don't, right? No, and this is the challenge, because to actually track this, and this is something that will be a future activity, is to be able to track it. But you need to not only track when a truck arrives on the scene, but you also have to track how many people are on that truck. Because the standard is 6 people. 2 people in a truck is next to useless, because you can't do anything. Right? So 6 is a crew that can actually affect the rescue, that can do something. So that's why they use the term 6 in 14 minutes, 80% of the time. Because my fear is that during the day we would have a really, really hard time meeting that. Like I'm almost scared to mention it publicly, because
It's not our reality. Like I can just think off the top of my head. We have 3 out of 5 stations that would never get anywhere near that during the day, if not 4. If I'm correct me if I'm wrong. I'm just No, I think you're right on, and that's been a challenge that we've had since ever. More prevalent now, of course, because we're bedroom communities. right. We have some help through shift work and whatnot, but I would say it's a real trouble with all but one station right now. And that's where for me, Toby, the fear lies is if that's our goal, or if that's what we're shooting for, we're setting ourselves up to fail, because we know that's not us. You know what I mean? We know for a fact that we can work towards that all we want, but we know that's not who we are. We have to work within our reality, and I think that may be something that we're setting ourselves up to fail, Ted. That's my Fair opinion enough, on this. and that's why the standard's based on 80% of the time. So it's not 100% of the time, it's 80. Right, but even within that's what I like. Like I'm taking into to affect the 80% as well. You know, and so I want to identify that I'm fearing that's maybe not our reality. Like that. Well, and it's a challenge that every volunteer service in the province faces. You are not unique Right. at all in the challenge. And daytime staffing for volunteer departments is a huge challenge, and it's getting worse as more and more people are working outside of the community that they live in. So the challenge is there, and what we'll have to do is address that, and we will. We'll address different strategies to try to improve that. But you're right, there's a certain reality, but at this point, I'm reporting on what is the standard. So it's not my standard, it's not, and I appreciate that it may not be achievable, but I think it's also important to say, this is what it is. Sure. And council, there's only so many resources, and there is a certain reality. And even for full-time have a different standard, it's higher. It's a challenge for many municipalities, and you may have already read about the recent arbitration award in, I think it was Sudbury. But in any case, it's a major dilemma for the cities in terms of balancing the number of firefighters and response time and the cost. Right. So this is the conversation, and thank you for sharing, and I can assure you that we will be very much aware as we write this up that I'll have to use language to indicate that. Well, yeah, and I just want to make sure that the report it has validity, because if we measure ourselves to something that's not attainable, then the report becomes not valid. You know, like it becomes something that we know that we can't achieve it. So why are we talking about it? Like that's what it comes down to. You know, like I could talk about standards, I could talk about budget, I can go on and go on and go on, but I mean, in the end, we need to deal within our own reality, and that's the thing is that I want this for our residents, and I want this for our firefighters, but I just worry that sometimes when I look at it, I'm like, I'm scared. It's not achievable, and then it puts pressure on us as politicians to want to get to that point, but it's not attainable. Does that make sense to you? Like maybe I'm not using the right words. It's something to strive for, but I mean, if it's put on our plate and we're aware of it, then it's our responsibility to try to achieve that, but we know it's not realistic. Like that's... So what the primary purpose of using this model at the moment is to focus on where we should have our stations. Right. So I totally understand the point of the challenge of daytime response. Nighttime, different story. Evenings, weekend, different story. With volunteers, staffing is a whole different picture. But you're absolutely right. During the workday, it's a major issue. But the point of this discussion and what came out consistently through the 5-question interview was people were saying we have too many stations. So one of the core challenges that I feel that I need to address based on the 5-question interview was how many stations and where should they be located? So I'm trying to use a theoretical model, a model that's well accepted nationally, as a way to address the question, how many stations and where should they be located? Yeah, if I can just chime in for a second on this one too.
just to expand on that, I think if you, we'll see what kind of come out of this. We're going to actually have a recommendation on if we only have 3 in this one and 3 in this one, you'll see them responding together to get our 6. Right. So what we're trying to do is put our chess pieces, if you wish, in the best spots, so they can respond together to get that coverage and that need that, Right. that, you know, because one way or the other, we have to respond to Right, something. right. It's- Although it is our choice as municipal council to decide when we respond to what. If we continue, like Ted was saying earlier, to respond to what we're doing, we're gonna have to find better ways of doing it. Not just calling upon one, but knowing during the day we are short, well, maybe we won't send even that group anymore, maybe we'll send the group who's there. Right. And they can respond. So this is kind of the Right. first steps to those many pieces on trying to make it fit and make it work. Right. Yeah, excellent point. We have to move away from thinking one station Right. is a whole municipality and neighbors, Right. right? So we work together. So, using this 8-kilometer model, and this is the point, this is now where we're going, is using that theoretical framework, the standard, and then starting to look at where we strategically locate our stations. This is a model that we're thinking about. And this is why I wanted to brief you tonight, because you'll notice that we're at 4 stations, not 5. We're also talking about and this, I'm now speaking of chess pieces. The other major chess piece is the station assessment. The key message tonight is that you have one station that's in excellent condition, and contemporary station, excellent, fine. You have other stations, and in particular, St. Albert and Fournier, that are very poor. Poor to being at the point where there's some occupational health and safety issues that are serious. So we need to think about not only the location, but we need to think about rebuilding. And when we think about rebuilding, that's not to say you have to do it next year, but this is a future plan. So we're looking at the future. We need to think about, is the St. Albert location right in the village the best location? If we're going to rebuild the station, should we consider moving it further east? If we move it further east, that allows for more of your population to be covered. If we, St. Isidore, Station 100 is also an issue in terms of its size, in terms of its ability to meet functional requirements. If we're looking at rebuilding it, if it moves a little further north, we'd be able to cover the northern area. And say Bernardine, probably makes sense to leave it where it is. But the other key thing we're talking about is historically, you have 5 stations effectively running as 5 departments and basically being configured in exactly the same way. Pumper, rescue, and tanker. What we're talking about is having hubs and spokes. In other words, Limoges and St. Isidore would be larger stations. They would have pumper, heavy rescue, and tanker, and auxiliary vehicles like the UTV of the boat. But you would have 2 satellite stations, which would have a rescue pumper and a tanker. And that addresses another key theme that I heard over and over and over again in the 5-question interviews, was we have too many trucks. And they're expensive. So we don't, what we're talking about is a model that is different, but yet still provides the services that are necessary. Okay, so that's really the big issues. And maybe I'll just stop right there because that's really the big issue. There's a little more just to finish up, but maybe since this is right there, I'll just stop here and just see if you have any thoughts or reflections or advice at this point. I've seen this presentation before, and then to go ahead, recommendations, they want to get your input. See what you think today. Yes, I have a question. When you have those 2 circles and you're talking about like a hub and a satellite,
are you saying that whenever there be a call in either one of these circles, that both the satellite and the hub would be called upon to respond? At this point, we haven't got down that road that Oh. far, but no, not necessarily. Okay. The idea is to get those 6, let's say, on scene. So during the day, possibly, what we call a 6 to 6, so when everyone leaves for work, then possibly that hub would respond to that call as well, depending on the level of call. As you know, we have many levels of call. Again, org chart, how things fall out in the end, who looks at what. We haven't got that far down the road yet, but no, it doesn't mean necessarily both are going. Currently in the east, St. Isidore are going for every call for MVC, so such as this morning's call, we had 2 stations went there. Those are things we're trying to avoid. So by reducing and maybe supplying a little more equipment to that one group, they can mediate probably 80% of our calls without having the second group show up. Okay. So just to say that they're going to go together, no. Structure fires, yes, of course, because we need that manpower and those apparatus on scene. Okay, thank you. What's happened to the Saint-Bernardin station there? They don't cover the far east of the municipality too, eh? It's not in the circle. So let's just clarify one thing. The circle is what we call the 8-kilometer radius as the crow flies. Yes. So back probably about 5 years, 6 years ago, that's how the insurance companies rated the areas. Now they say by drive time. That's why we've indicated by the green is actual drive time. So si t'embarques dans ton char, dans la station à Saint-Bern, c'est exactement 8 km par le chemin, chaque coin, chaque curve pour se rendre. Ça, c'est pourquoi c'est vert. So, oui, on couvre pas en l'air. Puis pareil comme dans le nord puis dans le milieu. Mais ça, c'est des points ou des places moins populées. Et puis les gros terrains, c'est du boisé. So, en théorie, on a moins de calls là. Puis c'est là qu'on commence à penser des attentes avec Alfred-Pédagenet, Champlain. Justement, l'autre jour, on a rouvert la conversation avec Clarence Rockland pour entour d'Eddyville, là, avec un pont qui va fermer. On va avoir besoin de l'aide là aussi. So, ça, c'est vraiment juste nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense pas c'est réaliste qu'on pense, nous autres, comme pompiers, comme service d'incendie, on peut couvrir notre quartier carré, coin à coin, avec le standard de 6 pompiers, 14 minutes. C'est juste trop large, trop loin, ça rend. Et puis dans la section, le petit piton à côté, que si tu parles de nord-est de Caledonia, Ventliquille, si on mettrait un cercle de 8 km, là, on en couvrait une bonne section. Là. And Mr. Mayor, if you look at what we've done around, the red dots and the travel time is actually our neighboring stations as well. Yeah, So you see that it does cover some, but not very much, just the same. We have to be realistic. There will be people outside our 8 kilometers, and unfortunately, that is just status quo on what we're going to have to deal with. Il va y avoir du monde en dehors du 8 km. Sinon, même si on mettrait des stations là, on n'a pas assez de pompiers pour se rendre. Mais avec des ententes avec d'autres municipalités, on peut avoir une meilleure couverture. Oui, c'est ça. Ça, c'est pourquoi on travaille sur ce bord-là aussi. Because over there you can have some like black mud and everything. There you can have some good fire. Oui, mais ça, c'est un bon point aussi. C'est quelle sorte de feu, quel type d'urgence on a. Un feu de boisé ou un feu de temps noir, on peut arriver dans 20 minutes ou une demi-heure. À cause de bonne chance, ça fait déjà 1 heure que ça brûle. So, on peut arriver en tort un peu. Mais c'est des médicales, des accidents de char, des feux de maison. C'est ceux-là qu'on veut arriver à l'heure. Il faut qu'on pense les types de feux puis les types d'urgence aussi. Thank you. OK. Ça serait intéressant parmi les modèles d'avoir justement en pointillé peut-être où est-ce qu'il faudrait avoir des ententes avec les voisins, tu sais, pour nous dire ça, ce serait nos 4 stations par exemple, ou peu importe où avec les différents modèles, mais d'avoir aussi où est-ce qu'il faudrait avoir des ententes pour être au courant de ce qu'il va y avoir ça aussi comme démarche à faire. Là. Comme c'est là, on parle avec tous nos voisins. C'est ça, mais tu sais, dans le plan idéal, là, dans le futur, là, où est-ce que les zones comme qu'il faudrait vraiment, avec qui il faudrait parler, puis tout ça, là, tu sais, de le voir sur la map, ça serait intéressant. OK. What I think as well, I'm sorry. Vas-y, ouais.
what I think as well is that maybe being in touch with other neighboring municipalities as far as the equipment they have and what we can provide as far as an exchange of service. For example, like I know Rockland, they don't have a side-by-side ATV like we do in Limoges. You know, and they have a big portion of La Rose Forest as well. You know, maybe say cover our end here and we got you when it comes to the ATV, making so that they don't have to buy an ATV, they're covered with ours. You know, like there's ways that we can do these arrangements where it doesn't have to cost us money. It's just an exchange. Because I'm looking at the map as well. There's North Stormont down, and there's a lot of wooded areas there. There's a skidoo trail that goes through there. Like there's a lot of stuff that we can think out of the box and do an exchange of equipment and expertise where like it's a win-win situation. You know. And then my second comment is I like the moving of the St. Albert station. I'm not sure that that would be popular amongst the village people. I don't know. Who knows? But I'm looking at it from a business standpoint, and whatever the cost is to raise that station, we're going to save it on our money that we have to give Castleman in the end. So I think it's a win-win. I think that's a great idea, by the way. Hats off. That's good stuff, you know. Anyways, that's like I think that's something that's a good idea. I think that's something we could look forward to maybe, you know, implementing rather sooner rather than later. I think if I just bring one point to that is that's been our strategy from the beginning when we started talking about it, is trying to keep using our old money, if you wish. Mm-hmm. Because obviously we understand our restraints. Just on the tax base, we can't ask for the moon. So we're trying to figure out ways to work within what we have to better who we are and how we work. Because if we can cover Seguin Boat and we're paying ourselves, That's one of the tough money, subjects. you know? I mean, that's definitely going to be something that's brought to you guys it's very political, as we know, but that's going to be one of the really tough decisions that's going to have to be made. Right. Right, so, good point. So there's some opportunities here, but we're still in the analysis stage. We're talking about it. So we're not at a point yet where we can feel comfortable saying this is exactly what we're proposing. We still have to work things out a little further. But again, when we're having these conversations, we're being totally open and transparent. So all the firefighters are involved in this, and we're going to continue to talk about it. So because we're open and transparent, it's out there in the community. And therefore, we felt it was critical to come here tonight and make sure that you're aware of the conversations that are happening. If I can just add, my concern is around the middle part in gray, and perhaps when we have those discussions, that part, that's quite large. And perhaps in those conversations with our neighbors, that's one area or one neighbor that we... Good slide, because I think we're getting to that. Yes. The calls. Yeah, and where we they understand come from. that, you know, the circle is just about 8 kilometers. It doesn't mean they don't go beyond, but, you know, if we want to try and balance everything and make it equitable for everyone, in every resident in the nation, I think that's one area too that, you know. So part of our analysis is look at calls. We're also looking at where our firefighters live. So we've got a lot of factors that go into this, but you have as a reference this slide in your package, which shows where the calls are. And of course, as you would expect, the dominant number of calls are within the village of Limoges. But you can see where our calls are. So we have to consider that as a factor in this discussion. Okay, so maybe if I can just quickly wrap up. There's some numbers here that show what what each station is responding to currently as a primary station, and what they would respond to under this model. So this is just a simple arithmetic description as to how this would actually change the station volumes. So I think it's pretty self-evident as to what would be covered within the 8 kilometers, what would be outside the 8 kilometers under what your current situation and what we're talking about.
Ted, and just another quick question. Now, whenever you say calls, like, because I know, like, right now we have the model that, let's say Fournier gets called or say about a day, and automatically, does that count for a call for, or is it, like, does that incident get doubled up when it comes to counting calls? No, so what you're seeing there in the last map was actually Lanac call. So every time we have one call generated, Right. no matter how many stations come out from the nation, it's still one call. One call, Yeah, okay. so we've always run in the 230 kind of era. Right, so that incident gets attributed to that one station, that's No it? matter who we call in, goes under the same one. All right, okay, that's, because I was worried that it might have been doubled up, you know, and then it skews the numbers. Yeah, no. Right. So the map that you showed, and if Ted can just go back one, on that map as well, it wasn't me just getting loosey-goosey with the blotter. The outside of our municipality, those are our mutual aid calls. So that's when our neighbors have called for help. And then we also plotted on there the Castleman calls, not in the village, but the ones they do for us. Right. So the green dots are actually in the nation that Castleman has done under our agreement. Right. Okay, perfect. So the analysis continues. We're not there yet. I already mentioned the building deficiency, so there's some information here. We're doing a more comprehensive analysis of the building deficiency, so you will be aware of, more aware of what we're talking about. But the three major issues. First, under today's building code, fire departments, fire stations are to be post-disaster. Now, that's not retrospective. That's not, you don't have to convert, but any new station has to be post-disaster. So that adds a lot to the cost, but it's because fire stations are seen as, if there's something like a tornado or an earthquake, you want your fire station to still be there. So a higher standard of construction. There's a number of references to the Occupational Health and Safety Act, because when it comes down to what's nice to have versus what you really must have, you need to go back to law and ask the question, are we in compliance? Do we have some safety issues that should be addressed, need to be addressed? And there are some concerns, particularly with things like distances between the apparatus, the vehicle, and a wall, or between apparatus and another apparatus. There are some issues that we think are serious, which we need to bring to your attention. There will be some further information on this, so I'm just going to leave this with you. Just indicate it's part of our analysis, it's part of the conversation. There's also the functional requirements. So, for example, parking for firefighters. If you have a station where there's no place for firefighters to park, that may not be against the law, but it's clearly a functional deficiency that's serious. Where do the firefighters park? If the fire station is located very close to a sidewalk on the road, then there's a potential safety issue with the vehicle leaving the station if they can't see the pedestrians or oncoming traffic. So those are the kind of functional requirements that are pretty important. So we're going through right now with all the stations and we're assessing those functional requirements. So we'll be informing you in terms of what the situation is and how we propose dealing with that in a way that's affordable. So current direction. So this is what we're talking about. I already mentioned 4 stations, 2 hubs, 2 satellites. We're talking about rebuilding and relocating Station 100 as a hub for the East District. St. Bernardine would continue as a satellite with a rescue pumper and a tanker. That we'd rebuild and relocate Station 400 as a satellite with a rescue pumper and a tanker. And Station 500 would continue as a hub for the West District. So that's what we're talking about. Again, can I just chime in? Like I said, can I circle back to, I don't know if that's our reality, because that to me screams of major dollar signs. And I don't know, you know, like this is this is always the dilemma of us as council, is to, where's the risk and the money involved, and like it's hard to balance this type of stuff, but I kind of have a good idea on our finances, and that doesn't seem realistic to our current situation at all.
unfortunately, that's just our reality. But then again, the council mandated for this study. Right. So he's gonna do his best job to do it. Right. With the help of firefighters and Toby, and the final decisions always rests with council. Right, okay. But And we that's- want the best information available today. And thank you, because you got, because that's just it, I think if we are working within a realistic, like within our reality, then the information's better. It's more accurate to what we need to make good decisions. Because, like, I'm just looking at that one slide, and and again, I'm not a contractor or anything like that, but I'm guessing that's probably in the $6 to $7 to maybe $8 million range. So- And we can't afford that. That's just our So- reality. Thank you for your comment, Councillor, and I want you to know that I'm exquisitely aware of the financial challenges. I hear that loud and clear. Right. I heard that loud and clear in the interviews. I see my job as bringing solutions, not just problems. Right. So I'm telling you what our thinking is to date, Right. but I hear you loud and clear. Bringing forward a plan that's not going to fly is not helpful. Okay, that's the essence of what I'm trying to say. So I'm looking forward to conversations with your treasurer, with chief, to Right. your CAO, to once we start to get consensus. I told you in the 5-question interview, my objective was to achieve consensus, work with the firefighters, Right. and to bring you a solution where there's hopefully consensus. Right. Okay, so that's my objective. But I also, as this starts to evolve, I need to develop a financial plan. I need to Right. work with your treasurer, with your staff, and come up with some financial plan. And we'll be constrained by that. We'll try to come up with a solution as best we can that recognizes your financial reality. I Right. don't know what the answer is today. Right. But in my first conversation with your treasurer, we had a good chat about, let's talk. Right. The conversation continues. And in the plan A to, little dirty on the shoulder there. but in this plan to, there could be a few less trucks. So there are some potential savings there. Councillor Lantier. Yes. I get that, first of all, this is not like for next year. This is a strategic plan over time. To me, I think the reality is also that we often talk about, ways to cover fire services, and we've had plans before that we've asked Toby to put together. Well, what if we do this, and what if we do that? And we're never happy with any of those options, because at the end of the day, they cost money, or they make us reliant on others to provide services for our own citizens. So I think it's great to have a plan and to have a vision. And at the same time, it helps us make decisions where not to invest. Because if we are moving this way, we're not moving that way and moving the investments that way. Right. So I think that this is kind of a beacon there. This is where we'd like to get to in time. And as, money is available and because I think it's a really important service, and the protection of our citizens is crucial, and it's part of our mission, within the municipal mandate. So I think I see this as like any strategic plan, as a long term with a vision, and I think it makes sense once you look at it that way, and also helps us not to make bad decisions. So we're not there yet. The conversation continues. There's more to be done. This is just a heads up. Okay, so that pretty much brings me to the end. We're going to be talking about training,
We're going to be talking about organization and looking at future staffing over the next 5-10 years. We're going to be looking at the collaborative relationships with your neighbors, which we already talked about a little bit tonight. But they're extremely important, becoming more important, because every municipality is challenged with delivering effective and efficient services, best value to the ratepayer. Retention, recruitment, how do we ensure that the firefighters represent the population they serve? So we have some diversity issues to look at, making sure that we are looking at team building and morale. There's a number of technical things that we're going to be looking at. We are going to be looking at a 10-year apparatus plan, how we're going to deal with the replacement of apparatus over time and address questions that came up in the 5-question interview about how long we keep trucks, etc. And that brings me to the end of our update. So I thank you very, very much for your comments and advice. Very much appreciated at this stage. Hope this has been useful. I welcome any further questions. Pretty well, that correct? Good job. Thank you. Thank you. It's good. It's very, very well thought out. Maybe you can't afford it, but it's well thought out. I believe, Mr. Mayor, the final report will be brought probably in January, you were thinking? I think yes, that's the target. The only reason why I hesitate a little bit is that my goal is consensus. And if it takes a little time to work through the issue, we may need a little time. But I certainly, that's certainly the target. And I would also take council's direction if there's a reason to try to accelerate it. Okay. I'll try to respond. But I find that these things tend to go to somewhat on their own pace, just depending on the level of change that we're looking at. I want to bring you solutions. I do not want to bring you problems with your firefighters. I do not want to bring financial problems. I want to bring solutions. And sometimes it takes a little time to work it out. Okay, thank you. Okay, thank you. Wait, okay, now we're gonna accept that report. Oui, qu'il soit résolu que le Conseil reçoive la présentation sur la mise à jour sur les travaux en cours pour le plan directeur du service d'incendie et de ses résultats préliminaires. Proposé par Oui. conseiller Mainville et appuyé par Oui. conseiller Brière. C'est correct, là, M. Brière? Faites un effort. Là. Hein, correct? Oui. OK. Pas fait mal? J'étais encore? All right. You want to add something, Toby? Nope, there's just a second order of business for fire. I don't know if we can Right. skip ahead the Bylaw thing. for the fees and charges. C'est le bail, là. Ah, OK. It's just a small change that we discussed a while back. Oh, yeah, I did see. on it. Le 12.4. Okay, yeah, I did see something in there. 8 or 9. Okay, number 9. In English, Fossalette, well, first. Non, Mr. Mayor, c'est le bail-là, c'est le point 12.4 à l'ordre du jour. Right. C'est Okay. le bail-là 98-2020. All right, okay, you want to introduce it, then we're going to go through the list there. Excuse me, sorry? Introduce your bylaw. Okay, so it's just the bylaw that we'd already passed earlier this year, and we found a little bit of an issue with it is one residents aren't happy with what the charges are. How do they contest them or bring it to your attention? Unfortunately, we had a busy year this year with COVID, having open air burns. It seemed it was the thing to do, clean up the yard and so on and so forth, and we had many opportunities this year to visit their homes under not too great of circumstances, which resulted in invoices. What we've put in here is following pretty well what we talked about during our last conversation.
was a threshold of 10,000. So the threshold has to be over 10,000 before taxes for them to activate an opportunity to come to council to plead their case. Basically, that's the wording that we've added to it. And we've also added in there, section 16 would be how to do that. So you have to send a letter or an email to the clerk, and from there, you state your case before it gets to you guys. While it was open, there was a small change I suggested we make, would be section 5. This is something we haven't done yet. We've been asked a couple of times to give this service, and it would be fire extinguisher training. Unfortunately, we just don't have the support yet, the personnel available during the day to do this kind of thing. But the amount that was in it was quite low, and it would not cover even remotely close to the time to go do it. So I suggest moving it to 250 for 0 to 10 people, which just makes it a little more feasible. Hopefully, one day when we have some people interested in supporting that idea. Okay. Item number 9. It's just a little spelling thing. Fausse alerte d'arme à feu, and then in English it's false alarms. Can you specify false fire alarms? Nine. 9. Fausse. Ouais. False alarms. Yeah. A false alarm is when a system, so not necessarily a residential system where your alarm rings, it's more set up for commercial systems, so it's when a detector, a fire detector goes off. Such in here, we only have fire alarms. The detector go off and it sets off a central alarm, which indicates that there's an emergency of some sort at that building, and we're dispatched to it. Okay, but in English, can you put false fire alarms? Sure. Okay, because we're going to be trying to deal with false alarms on the OPP side too, 911, stuff like that. So we got to differentiate the two of them. Absolutely wrong. That's all. Poke it out. It's good to have that little meat there to Yeah. understand why. OK, alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 98-2020 est un règlement pour, pour modifier le règlement 51-2020 sur les frais du service d'incendie, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Puis on va faire le changement là, dans le bylaw. Alors, proposé par Oui. conseiller Fort et appuyé par Oui. conseiller Armentier. Oui. OK. Any other questions from anyone? Petit commentaire. Suite à ceux qui ont payé des amendes pour les différents frais, je me suis fait parce que des personnes qui disent que eux autres ils ont contesté et puis ils n'ont pas vu de réduction de charge, puis il y en a d'autres qui ont contesté puis ils ont vu des réductions de charge. Ça fait que je sais pas. Ça, c'est toujours une décision du conseil que le conseil prend. Ouais. Faudrait essayer d'être peut-être plus. Ben, espérance avec ce bylaw-là, comme il dit, en bas de 10 000, no contest. Ouais, je suis pas mal sûr que je comprends exactement de quoi tu parles. Puis, avec les changements de bylaw, ça aurait tombé faire de net. Je pense que ça va nous aider. OK. De garder notre précédent ou qu'on pourrait. C'est parfait. Et puis, standard. C'est consistant, c'est consistency. Oui. Si c'est vraiment dur, par exemple, une amende de 800 piastres ou une amende de 8 000, ça a été pareil. OK. Ça répond à votre Merci. question. OK, good. All right. Là, on est rendu à 7.2. Mr. Renault. Yes. All right. Ça, c'est pour gestion du projet conduite d'eau principale de Clarence Rockland. de l'eau à Rockland. C'était de sortir un appel d'offres pour trouver notre gérant de projet.
soutien pour gérer le projet. Fait qu'on avait sorti un appel d'offres sur MERS, période de temps de jour. On avait eu 4 soumissionnaires qui ont envoyé leur soumission. Et on avait créé un comité d'évaluation pour évaluer les soumissions qui ont envoyé. On avait, dans l'appel d'offres, on avait des critères pour évaluer les soumissions. C'était pas juste basé sur les coûts. Il y avait des critères pour des projets similaires comparés à nous autres. Dans les dernières 5 années, on avait demandé 5 projets similaires. Aussi l'expertise et l'expérience de l'équipe qui est proposée, avec des bonnes références aussi, puis le coût. Puis on avait fourni un genre de breakdown qu'on voulait voir les coûts de différents gérants de projet, ingénieurs, consultants, puis des consultants spéciaux qui n'étaient pas nécessairement staff à l'interne. Fait qu'on avait tout mis dans le RFP, tout le breakdown qu'on voulait voir. Fait qu'après l'évaluation, on avait 2 soumissions qui étaient plus bas, puis on avait 2 soumissions qui étaient un peu plus haut en effet de prix. Fait qu'on a commencé à regarder les soumissions. Puis notre soumission qui était plus bas, il n'y avait pas les 5 projets similaires avec des bonnes références comparé à notre deuxième. Toutes les soumissions, sauf un qui était notre soumissionnaire le plus bas, n'avait pas alloué d'argent pour des consultants spéciaux. Fait que ça crée un peu d'inquiétude pour le potentiel d'avoir des extras. Pour avoir des extras plus tard dans le contrat, parce qu'il n'y avait pas alloué un montant d'argent dans cette catégorie-là. Fait qu'entre notre plus bas soumissionnaire puis notre deuxième soumissionnaire, on avait une différence de quasiment 6 200 $. Mais notre deuxième soumissionnaire, il y avait une soumission qui était complète. Il y avait 5 projets similaires pour avoir la vision d'eux autres pour le projet. Puis le comité de sélection, c'était tout positif en sortant de l'entrevue avec ce firme-là. On était très confiants qu'ils seraient capables de faire l'ouvrage qui était demandé. Après, notre comité d'évaluation aussi a rencontré avec le comité exécutif ici à Nation à l'interne pour leur expliquer un peu les soumissions qu'on a eues, puis entre notre soumissionnaire qui était le plus bas en affaires d'argent versus les soumissions qui étaient le plus complètes, puis d'après nous autres, qui est le mieux dans les intérêts de le département pour ce projet-là. Fait qu'on a eu une... le microphone. Est-ce que c'est game time? Pardon? Je l'ai rallumé, là. Ah, OK. Est-ce que tu vois la lumière verte? Non, il est OK, c'est beau. OK. Assez Ben, il y a des nouvelles correct. batteries celui-là. Oui, celle-là aussi, on les a changées la dernière fois. Ça mange les batteries, ça. Oui, il va falloir les changer avant chaque réunion. Fait qu'après les 2 évaluations, l'évaluation de le comité de... Il se trouve être notre soumission deuxième plus bas, mais en effet de conformité à notre appel d'offres, puis en effet de soumission complète, on pense que c'est notre meilleure option d'aller de l'avant avec CIMA Plus pour gérant de projet à Clarence Rockland. OK. Des 2 t'approches, ben, I think with technical expertise, one was better. D'autres questions? C'est ça que c'est, là. Puis aussi, c'était Dans pas... notre expérience, là, on a accumulé bien de l'expérience, bien de l'expertise de notre staff, puis des fois, you gotta go with your gut, là, you gotta go with you. Puis aussi, j'avais pas mentionné que c'est l'année prochaine. Fait que CIMA, on regarde la construction au mois de juin. Fait qu'ils sont vraiment en ligne avec le schedule qu'on avait proposé, sont en accord. Fait que C'était une soumission que les autres avaient mentionné ça exactement. We will follow your... Oui. Je vais juste fermer mon téléphone. OK. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport WS 10-2020 tel que présenté afin que le contrat pour les services de livraison de projet, gestion de projet, proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Fogg.
Good. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Oui. Good. Thank you, Doug. Premier. Safe Rest- restart. Safe restart. OK. OK. Nous avons eu un octroi de 308 400 de la province pour qu'on appelle Safe Restart, qui est dû au COVID. Donc, la province nous demande si on n'a pas besoin d'argent supplémentaire pour les opérations de la municipalité, on peut se reporter en mars 2020. Mais si on a besoin des argents supplémentaires, nous devons faire un rapport pour le 30 octobre. Donc, j'ai compilé tous les dépenses, les pertes de revenus. Puis, présentement, on a des pertes de revenus pour 530 000 d'ici du début de l'année, du début de la pandémie, le mois de mars, aller à la fin décembre. On prévoit des pertes de revenus de 530 000 669. Puis, des dépenses encourues, on a pour 244 000 de dépenses relatives au COVID. Pour tous les départements, ça, on a vraiment des factures à l'appui pour ça. Ensuite de ça, de ce même rapport-là, il nous demandait qu'est-ce qui étaient nos économies dues à la pandémie. Donc, on sait bien que la grosse perte des revenus est dans nos centres, mais aussi on a eu des économies dans nos centres dues au fait qu'ils n'opéraient pas. On a économisé au niveau des salaires, de l'électricité, du chauffage, et ainsi de suite. Donc, on a eu pour 153 000 d'économies de dépenses, si vous voulez. Donc, il nous amène un grand total de 621 000 que la municipalité, ça va nous coûter pour le COVID pour l'année 2020. On a eu un octroi de 308 000 qui était basé sur la population. Donc, il reste 313 000 Je vais soumettre le rapport à la province pour ces montants-là. Puis, c'est là où ce que je viens avec une directive. J'aimerais avoir plus une directive du conseil, puisque le rapport, là, il nous me demande ça, là, vraiment par département, puis on doit spécifier tous les économies, les coûts, juste pour vous montrer un exemple ici, pour l'environnement, exemple. On a eu 68 000 au niveau de l'eau et de l'égout qu'on a perdu. Puis pourquoi? Donc ici, j'ai marqué, parce qu'il faut cibler les plus grosses dépenses. Du millage additionnel, plus dû au fleet. Puis, autre raison, ben, c'est qu'on a été obligé d'avoir plus de supervision de contrat. Donc, c'est ça qui est notre gros ticket item. Fait que c'est comme ça que je dois me rapporter, puis au niveau des revenus de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est que la province demande c'est quoi que la municipalité a fait comme implantation pour essayer d'atténuer les dépenses. Donc, la première question pour la réduction des salaires, on a fermé on a laissé aller nos employés à temps partiel des arénas, des centres et des bibliothèques. Donc, on a eu une économie de 43 000 Ensuite de ça, on n'a pas différé aucun projet capitaux. Les projets, tout avait été donné, toutes les soumissions avaient été faites. On est allé de l'avant avec ça. On ne connaissait pas le terme de cette pandémie non plus. Ensuite de ça, on a les coupures discrétionnaires. Puis là, je me demandais, est-ce que parce que j'ai fait le rapport en fin de semaine, puis je me demandais, est-ce que vous pensez à des coupures discrétionnaires qu'on a fait, que je ne peux pas penser,
ou qu'on fera d'ici la fin de l'année? Ouais, la question ce matin, ce qu'on se posait, c'est comment d'emphase que la province, ceux qui vont analyser nos États, ils n'ont pas fait d'effort du tout pour baisser leurs coûts. Est-ce que ça va jouer là-dedans? On ne sait pas. Mais je sais que les dons, cette année, il y en a qui ont remis. Conférence d'éducation ici, je sais peut-être qu'il y a une autre les conférences. chose où on a sauvé bien de l'argent et tout. Là. Les conférences, on était déjà allés. Ouais, c'est vrai. C'était dans le mois de février. OK, non, c'est ceux qui s'en viennent. Mais il y en a Mais d'autres. le training du staff, là, peut-être. Là. Regardez la différence de l'année passée à ce point-ci. Après ça, c'est pour ça que vous avez sous votre pupitre les dons. Là, on a des dons ce soir. Un peu aussi où ce qu'on a eu on a fait un effort, là, puis... Tu sais, j'ai pas regardé, j'ai tout regardé, chaque ligne du budget, c'est dur de... Et c'est qu'une petite municipalité comme la nôtre, on n'est pas Toronto, on n'est pas Ottawa, on est quand même, il y a beaucoup de superflu qu'on peut couper. Je veux dire, il y a des choses qui naturellement venues des circonstances, mais je pense pas que la plupart des municipalités comme nous ont coupé de plus. Ça, c'est que ça nous a coûté beaucoup de dollars, comme vous voyez, les chiffres le disent. Tu sais, on a fait... Tu sais, ça faisait juste additionner, là, puis un gros facteur aussi, c'est que on a manqué d'eau, on était obligé de transporter. On faisait certain que les réservoirs étaient pleins. On a fait pleins. sûr d'arriver dans notre... mais c'est pas rien, c'était dû au fait qu'il y avait plus de gens à la maison qu'à la normale. Et puis là, moi, j'ai pas estimé, j'ai estimé que l'aréna est encore ouverte en date d'aujourd'hui. C'est ça, je veux dire, parce que là, si, mettons, la deuxième vague de restrictions, on dit qu'on ne peut plus avoir des jeux de hockey ou des pratiques, là, tout à coup, là, si on la garde ouverte ou si on ôte la glace, puis on dit la titre pour cette année, là, ça sera plate de faire ça. Mais... C'est ça, puis c'est qu'à toutes les fois qu'on repart la glace, il y a des frais additionnels. Oui, fait qu'à un moment donné, il faut que tu mesures. Si je la défais... Ça ne reviendra pas. Là. Si on la défait, on va revenir à quelque chose. Le montant, il est très difficile, mais on aimerait ça que... Oui, on a essayé de couper ici puis là. Mais ça ne sera pas dégueu. Au niveau des conférences, éducation, donation, millage, pour voir les réductions qu'on a eues à ces effets-là. Puis s'il y avait, ce que je ne sais pas si vous vouliez regarder les dons, est-ce que vous voulez couper la ligne de dire, on prend une partie, c'est un item de 2-3 000 qu'on dit, on va, tu sais, chaque 1000 compte parce que va avancer les fonds, j'ose espérer, mais il demande aussi, au point de vue de nos réserves, de qu'est-ce qu'on a de pas commis, de voir... Ils vont être récompensés, puis nous autres, parce qu'on gère notre argent qu'il nous faut, on va être pénalisés. Fait que c'est des choses comme ça. Dans les fonds de réserve, dans les fonds de réserve, ça, je suis pas inquiète, parce que c'est tout de l'argent commis qui est supposé d'aller contre nos taxes à recevoir, qui est beaucoup plus bas. Puis ça aussi, c'est une des questions dans le rapport. Et puis je crois que c'est tout le temps un best practice. Fait que ça complète cette partie de rapport. Certains, ça va faire une plus grosse discussion pendant les exercices de budget. Oui. Moi, je vais déposer, je vais finaliser mon rapport, puis je vais demander pour rencontrer le deadline pour au moins qualifier pour la phase 2. Est-ce qu'avec ce rapport-là, il y a une lettre qui va avec ça? Non, on demande ça. Puis nos réserves, nos fonds de réserve, puis comment est-ce qu'on a pris de l'argent des réserves, les fonds de réserve pour faire notre roulement. Ensuite de ça, on a toutes les dépenses. Ça ne s'applique pas à nous. Les 2 dernières pages ne s'appliquent pas à nous. C'est pour ceux qui ont des ambulances puis des services sociaux. Municipalité. Parce que je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas l'opportunité justement de dire que, je veux dire, on a géré avec les
il y avait pas vraiment grand place à couper. Puis en plus de ça, je veux dire, on a nos employés qui ont... Alors là, je veux dire, ça nous a coûté plus, mais je veux dire, c'était dans les obligations qu'on avait à respecter. On a-tu calculé les coûts d'extra pour le service de nettoyage? Oui. OK. Parce que moi, j'avais... Puis moi, automatiquement, ça s'en va dans un fichier. Puis j'ai récupéré le fichier, puis j'ai tout balancé avec ces dépenses-là. C'est ça, le revenu de la barre à Saint-Isidore, ça, c'est de ça. l'argent perdu, toutes les affaires de même. Là. Ça fait partie de notre 196 000 de récréation et culture pour la période de 1 à 9. Puis la perte de revenus de 10 à 12 va être de 122 000. On est 15 000 par année avec l'Arena. Cette année, ça va-tu y aller à du 400 000 ou du... C'est ça. Fait qu'on jase de 450 000 cette année. On a perdu, ça nous donne 200. Non, la deuxième vague arrive, puis il faut fermer ça. Est-ce que ces pertes-là vont baisser? Parce que dans le fin fond, les coûts sont... Comme c'est là, je l'ai fait. C'est ça. Je l'ai payé pour l'ouvrir. Puis la seule affaire que je vais perdre, c'est des revenus parce que je ne l'opérerai plus. Je vais réduire un peu de salaire. Je vais avoir des économies. On n'aura pas ça. On a un peu d'économie là-dessus. Genre, je vous disais le propane tantôt. Tu sais, on a un peu d'économie. Mais ma bâtisse, il faut que je la chauffe de la même façon. Qu'il y ait des gens qui rentrent dedans ou pas, j'ai un coût d'opération. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, mes centres, j'ai pas beaucoup... J'ai beaucoup de pertes parce que et là, je la chaufferai moins, mais je suis obligée de la rouler pareil. Là. Je peux pas juste fermer la porte et dire voici. Ça, on la laisse mourir. All right. On est une petite municipalité et les chiffres sont grands. À la longue, au niveau de la province, les chiffres doivent être énormes. Résolution, ça? Pas de résolution. OK, ça c'est pour information. Le prochain, c'est annulation des impôts. Alors, j'ai une résolution. Cécile, Mme Maisonneuve, est-ce que vous aviez un commentaire là-dessus, sur les tax write-off? Non. OK. Alors, qu'il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétés à l'annexe A, 6 jointes, soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario 2001. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseillère Lantier. OK, merci. Tout le monde d'accord? Oui. OK, adopté. So, que vous avez reçu une liste Oui. par courriel, parce qu'il y a de l'information privée là-dessus. All right. Prochain. Ça, c'est pour... Le développement économique. Voilà. La corporation. C'est de la corporation. Encore là, notre corporation existe tout le temps. Peut-être ça va venir encore une décision que c'est qu'on fait avec la corporation, Ben, l'exercice budgétaire. Peut-être penser à... Peut-être mettre ça comme une ligne où c'est qu'on a sauvé de l'argent. À l'indépendance. Ça c'est à chaque fois que l'auditeur il confirme comme ils sont indépendants. Chaque rapport d'auditeur, il mentionne tout le temps ça. Non, je pensais que ça... Je pensais que ça avait rapport particulièrement avec la corporation. Non. C'est juste parle... OK. Fait que tu n'as rien à présenter, Mme Maisonneuve. OK. Alors, j'ai une résolution ici. Qu'il soit résolu que les mesures nécessaires soient prises pour abolir la Corporation de développement économique en 2021. Proposé par? Oui. All right, adopté. Juste cet argent-là, par exemple, va retourner dans un compte général, c'est ça? Voilà, retourner le compte de développement économique. Benjamin, on est rendu au 7.4. Ah, OK. Qu'est-ce que vous voulez faire, Monsieur le maire? Yo, dans ce temps-là, on a 5 minutes. Sont 3 minutes chaque dans le tour. Ouais, non, OK. Pourquoi qu'on passe pas... Est-ce que M. Dale est ici? Non. On va l'appeler. Il faut l'appeler. Je vais lui envoyer un courriel puis lui donner un heads up qu'on est avec la... OK. C'est-tu Benjamin? C'est Benjamin, oui.
OK. Mais peut-être que si tu l'appelles, puis si on peut y dire dans 10 minutes, on va l'appeler, peut-être que ça nous donnerait... Ouais, je voulais aller à la salle de bain. OK, ben, j'ai une couple de personnes. On va prendre une petite pause, là, OK? 5 minutes pour M. Bercier qui va s'installer, OK? Vous allez au printer, j'ai copié une feuille de 11 par 17. OK. Entre Ottawa et Montréal, Oh! Tabarouette. Ça réveille, là. Si j'avais l'air d'être populaire. entre Ottawa et Montréal, il y a la Attends, on va attendre M. Brière. 12.1. Ils ont pris des copies. C'est avec Marc. Ah, je sais. Ça. Une lumière. Merci. Je suis désolé pour l'auditoire si je viens d'un tympans. Ben, je vais aller voir si j'ai tombé dans le trou. Moi, je l'entends par là en arrière.
Monsieur le maire, bonjour à tous. Je vous fais un suivi aujourd'hui en ce qui concerne les vidéos PAFO. Donc, on avait fait demande et reçu une subvention du programme d'appui à la francophonie ontarienne. Donc, on avait développé des vidéos. Malheureusement, avec le COVID, au mois de mars dernier, le tout avait été suspendu. On avait fait un suivi au mois d'août, comme quoi qu'il y avait une reprise. Donc, finalement, on a réussi à reprendre la production des 5 capsules vidéo qui étaient dans le but de promouvoir d'intérêt pour la francophonie. Donc, finalement, on a réussi à la création des vidéos. Puis là, aujourd'hui, on est bien heureux de vous présenter la première partie. Puis, on est bien heureux parce que durant les tournages, ça a très bien été. Puis on a eu beaucoup de contenu à tel point qu'on a fini par faire 6 capsules vidéo au lieu de vidéo, mais vu que le contenu était très bon et valable, comme vous allez constater, on a une vidéo promotionnelle. Donc à ce point-ci, on vous présente là, le premier vidéo et final. Les deux autres, il reste quelques sous-titres à encore manipuler. Donc sans plus tarder, on vous présente le premier vidéo. Ce qui est fun ici, c'est qu'il y a toujours à quelques degrés de séparation de quoi que ce soit de francophone. Et ça, tout le monde connaît le vieux proverbe français. Bonjour Audrey. Merci de m'accueillir dans ton verger, ici à la ferme d'artisan. Un petit coin de pays, des cidres de pommes et des beignes au cidre de pommes. C'est excellent. C'est excellent. C'est ouais. On a viande plusieurs années, puis à un moment donné, on a décidé que c'était assez qu'on plaçait dans la nature sur une terre. Alors, on est retourné aux études en agriculture, puis on a trouvé l'endroit qui était à vendre. Puis c'est pas juste toi et ta ferme, il y a aussi les touristes, il y a les gens qui viennent visiter. Bien, en fait, la ferme existe pour être une ferme agro-touristique. Alors, 95% de ce qu'on vend est vendu ici à la ferme, récolté par les clients eux-mêmes. Là, j'aimerais parler à la présidente de tourisme, Prisca Russell, parce que tu as aussi ce chapeau-là que tu portes. Comment se porte l'agro-tourisme ici dans la région? C'est un de nos piliers principaux dans Prisca Russell et dans la nation, évidemment. L'agro-tourisme, c'est évidemment chercher ses trucs ou venir ici dans la nation pour les rencontrer des producteurs et faire son magasinage, ses emplettes. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous vivez une expérience. Aller à l'épicerie, on le fait tous, on va acheter ce qu'on a besoin ce soir, puis vous allez avoir des beaux souvenirs à raconter pour le reste de votre vie. Donc, c'est pas du tout la même expérience. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis là pour la réponse. Oui, on va parler de la vie. Donc, pour qu'est-ce qui est les vidéos, ça fait une belle dynamique, ça présente bien. L'entreprise qui a été sélectionnée, Effet Papillon, ont des petites taglines humoristiques également au début, là, dans le premier 30 secondes. On connaît bien le proverbe français que directeur dans l'ensemble des choses. Le dernier 15 secondes que vous aviez vu, c'est chaque capsule lie à une autre capsule suivante. Donc, on va échelonner de façon hebdomadaire chaque capsule. Étant donné que c'était censé être produit au mois de mars initialement, ben, il y avait une cohérence temporelle de mettre le verger quasiment en dernier, mais étant donné que ça finit qu'on a filmé au mois d'août, on a fait un rush pour finir la capsule, occupé partout que la ferme, la ferme L'Artisan a fermé ses portes la semaine passée parce qu'il n'y avait plus aucune pomme dans les arbres. Donc, on a comme qu'on rushait pour l'avoir, finalement, on s'est dit, ben il n'y a plus de pommes dans les arbres, donc là, ben, on va le présenter cette semaine avec tout le reste qui s'en vient. Donc, c'est un défi temporel pour cette année, mais la vidéo est de bonne qualité. Donc, on a 3 autres histoires cibles. La première étant les gens à l'intérieur même de la municipalité de la nation, qu'on essaie de les inciter à découvrir qu'est-ce qui est disponible à l'intérieur même de la nation. Donc, l'auditoire direct. Le 2, qui serait intéressé à venir visiter, passer un week-end dans la nation. Puis un 3e degré, on essaie d'avoir une saveur pour les gens qui voudraient peut-être venir s'établir dans la municipalité avec tout ce contenu-là.
Donc, c'est les 3 marchés qu'on vise par cette information-là. Puis, Sur YouTube et Facebook également. Puis, on juge que notre auditoire cible, c'est principalement là, des jeunes de 40-60 ans qui sont plus susceptibles de venir, qui est pas mal les gens qui sont sur Facebook principalement. Puis, à travers YouTube. Benjamin? Absolument. C'est indéniable. Puis, on a un budget avec les subventions de 500 $ pour pousser ou mousser le marketing, si vous voulez, des vidéos. Ouais, tu peux donner ça aux comptes unis aussi. Puis, Exactement. Donc, on a une liste complète de où est-ce qu'on va envoyer ça, c'est certain. Puis, sur notre site web, on va l'avoir dans, disons, dans la section de développement économique ou est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est déjà rendu là? Ou est-ce qu'on va l'avoir juste de façon générique ou spécifiquement dans le développement économique? Il va être spécifiquement dans l'onglet de développement économique touristique. Là. Ça, on est en train de travailler sur un à côté là, de revoir la chronologie de toute cette section-là du site web, que ça fasse du sens, qu'on le voit facilement peut-être au début. Good. Donc, deuxième vidéo. Il n'y a rien de pire que de se faire opérer le coude au lieu du genou parce qu'on s'est trompé entre elbow et wrist. Les soins de santé, on les veut dans notre langue maternelle et c'est exactement ce qu'ils offrent au centre de santé de Limoges. Quelle est l'importance du centre de santé pour la municipalité de Tout le monde a besoin des services de santé et de l'eau. On a un massothérapeute ainsi que la chiropracticienne et une orthophoniste. Les gens adorent ça, que tout est en même place. Donc, s'ils veulent voir le médecin puis après ils veulent aller en physio, mais c'est tout en même place. Puis avec la pharmacie en plus, ça l'aide beaucoup, spécialement pour les plus vieux. Ils trouvent ça vraiment pratique. Quand on embauche des nouvelles réceptionnistes, ni médecins, on assure qu'ils sont bilingues. Plusieurs patients qui nous disent que wow, je me sens tellement confortable à parler. Puis, on a eu tellement de bonnes choses qui nous arrivent avec les patients. Même du monde qui nous apporte des chocolats et des plantes. Donc, je pense que notre ambiance est quand même assez accueillante. Donc, on est bien servi en français ici. Je peux vraiment aider les gens de la communauté. Ça, c'est mon plan plus tard. C'est vraiment d'aider, de guérir vraiment plus de ce que je fais. C'est de rester dans la communauté, c'est quelque chose de très vrai. Oui, ici à Limoges, j'aime vraiment ça. C'est une communauté, vraiment, on se connaît toutes. Mon père est grandi ici, donc on voit du monde des fois quand on marche. C'est comme, hey, je te connais! C'est vraiment le fun de m'occuper en campagne, mais pas trop loin d'Ottawa. Sarah, merci beaucoup, puis bonne suite des choses dans le monde médical. Alors, toi, à quelle école t'es allée dans le coin? Je suis allée à Saint-Catherine. Bonne école, t'as vu ça? Oui, j'ai adoré ça, honnêtement, oui. Est-ce que tu connais Mme Diane? Oui, je la connais. Puis apparemment, oui, le monde l'adore. Cool. Ouais, c'est de valeur parce que ça. La fluidité n'est pas optimale. Je vais l'essayer, troisième. Entre Ottawa et Montréal, il y a la lancée. Ce qui est le fun ici, c'est qu'il est toujours à quelques degrés de séparation de quoi que ce soit de francophone. Et ça, pour plusieurs d'entre nous, la francophonie commence à la maison, mais c'est à l'école qu'elle se bâtit. Où chaque mot est une brique, et chaque phrase, un plancher de bois franc, et chaque exception à la règle, un boulet de démolition. On oublie ça et on va plutôt rencontrer Madame Diane, enseignante au deuxième année. Bonjour Madame Diane. Tout d'abord, parle-moi un peu de toi, de ta carrière. Qu'est-ce que tu enseignes? Ça fait déjà 21 ans que je suis dans le monde de l'enseignement. Je suis à mon école à Saint-Isidore depuis déjà 2003. Moi, j'adore mon école. On l'appelle, en fait, c'est pas pour se revendiquer, mais Saint-Isidore, l'école en or. Parce que les membres, ils ont plein de projets. Puis à Saint-Isidore, on a un dicton qui dit il faut pas être fou pour enseigner à Saint-Isidore, mais ça aide. Et quand on a des nouveaux membres du personnel qui arrivent, des nouvelles directions, qui ne connaissent pas, on leur dit on va t'enseigner. Je pense pas enseigner dans ma carrière dans une grande ville ou ailleurs que dans nos petits villages. J'adore
La partie d'entraide, la partie, on a besoin de quelque chose, on l'a 300. On est vraiment une région qui est très, très francophone. Donc, pour un anglophone qui viendrait s'installer ici, par exemple, je dirais que ce serait quand même une transition assez facile pour apprendre une deuxième langue, par exemple. On en a déjà eu des nouveaux arrivants et on sort des ressources pour aider ces gens-là. Je pense que ça fait un charme dans notre municipalité. Quand mes enfants apprennent que je fais de la motoneige ou que j'ai des motocross à la maison, je parle le même langage qu'eux parce que moi aussi, j'ai grandi ici, probablement pour m'enterrer dans la nation aussi. Alors, c'est ce lien-là qu'on fait régulièrement dans des petites communautés. Je veux dire que j'ai jamais eu une enseignante ou un enseignant qui faisait et de la motoneige et du motocross. Je pense que je te dirais d'aller voir la route des potes silos. Ça, c'est le circuit des œuvres d'art, là. Oui, sur les beaux silos dans nos belles fermes agricoles. Mon préféré, c'est celui où il y a une belle fleur comme ça. Là. Donc, c'est ça, c'est le contenu qu'on a développé. Je pense qu'il y a des sourires aux lèvres, donc c'est un bon augure. Avez-vous des commentaires? Ah ben écoute, moi j'avais hâte de les voir, puis je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Je pense que ça met en valeur les différentes communautés de la nation. Puis non, c'est pas trop long, ça en dit juste assez. Puis surtout le fait que c'est justement les entrepreneurs et les gens de la communauté qui sont impliqués, qui sont les vidéos. Alors, ça amène une crédibilité puis un enthousiasme. Puis je sais que ça n'a pas été facile avec le COVID, là, de finalement s'enligner, là. Mais je pense que le résultat est excellent. Avec félicitations. C'est super. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve une des avantages, c'est initialement, on avait une deadline le 31 mars qui nous donnait un défi avec la température. Tandis que là, d'une manière, on a filmé à fin août, qui est pas mal la saison optimale extérieure, que c'est beau, c'est vert. Il faisait super belle température, puis ils vantaient pas beaucoup les journées qu'ils ont filmé, donc ils ont eu des captures de drones absolument incroyables. Donc, je pense que je trouve que la qualité, elle est très belle aussi. Pardon? La qualité, elle est très belle aussi. Ouais. Ça... Donc, alors, on voulait vous les présenter là, avant de les mettre au public pour avoir une approbation, là, pour aller de l'avant avec ces 3 vidéos-là. Alors, j'ai une petite résolution là, pour qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport EC 09-2020 portant sur la production de vidéos promotionnelles mettant en valeur la richesse francophone de notre communauté, qu'il soit aussi résolu que le Conseil approuve la diffusion des 3 premières capsules vidéo. Proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. Merci, M. Bercier. Félicitations encore une fois. J'ai hâte de voir les autres. OK. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez qu'on appelle M. Dale? Oui. Je vais juste l'appeler ici. C'est une longue distance. Oui. Ben, je pense. C'est une entreprise. Ça a l'air. Oui, bonjour, Monsieur Dale. C'est José Brizard ici, la directrice générale de la municipalité de la Nation. Oui, bonjour, Brizard. Oui, alors on est en réunion de conseil et puis on est prêt pour votre délégation. On s'excuse de notre retard.
Alors, on vous laisse la parole concernant des changements potentiels au règlement sur les VTT. Alors, je vous laisse la parole. Monsieur le maire, madame conseillère, je me présente, je suis Jeff Dale, je suis le vice-président du club de VTT de l'Est de l'Ontario. Je ne sais pas si vous êtes au courant des changements qui ont eu lieu au début du mois de juillet à propos des définitions des véhicules tout-terrain et des véhicules additionnels qui veulent ajouter. J'ai parlé vite fait avec M. Octobre le mois passé, je ne me trompe pas, pour voir ce qu'on pourrait faire pour agrandir nos pistes qu'on a, les chemins que nous avons droit. Comme c'est là, dans la nation, nous avons 59 ou 60 parcelles de chemin ou sections de chemin dans la nation. On aimerait faire une grosse pousse pour se rendre à la province du Québec. On vient de faire une entente avec la province du Québec cette année pour que les VTT ontariens peuvent aller au Québec. Ceux du Québec peuvent venir en Ontario avec une passe supplémentaire de 100 $ par année. Alors, ça excite beaucoup de gens dans la région, mais justement, la seule place où on a un lien en ce moment, c'est à de traverser de Lefebvre. Alors, j'étais en contact avec le maire de Rigaud, et puis lui, il avait donné un peu d'intérêt à faire une liaison entre l'Ontario et le Québec à travers de Rigaud. Alors, on a commencé à regarder nos chartes, puis voir qu'on allait commencer par la nation, avoir plus de chemin dans la nation, pas juste pour s'en aller au Québec, mais pour brancher certaines communautés ou des populations de maisons où ils ont en ce moment pas le droit. Alors, la suggestion qu'on avait quand je parlais avec M. Octobre, c'est de changer la réglementation un peu. Après le 1er janvier, la réglementation que la province veut donner, c'est que si une municipalité n'a aucune réglementation sur faire la restriction de véhicules, que tous les nouveaux véhicules vont avoir le droit. Alors, les nouveaux véhicules sont donc des motocross ou des enduros en plaque bleue qu'on appelle, et puis des Argo, je ne sais pas si vous êtes familiers, c'est comme un mélange d'un bateau et un VTT, si on veut. Alors, nous, on ne s'inquiète pas trop de ça, mais vraiment la manière que la province veut le faire, c'est qu'ils veulent que les municipalités rédigent ou renouvelent leur entente avec les communautés en général. Alors nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une réglementation au lieu de dire là, les 60 chemins que vous avez le droit de passer, on aimerait avoir une réglementation un petit peu plus ouverte, un peu comme les motoneiges, où on peut circuler partout et puis donner la restriction à certains chemins où la municipalité voit que c'est peut-être trop dangereux ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a quand même un bon accord dans notre organisation avec la municipalité. Donc, on fait nos randonnées de mer à chaque année que M. Saint-Amour est venu visiter l'année passée. Justement, on n'en fait pas cette année, mais on aimerait ça en faire encore. On aimerait démontrer la forêt la Rose dans son ampleur aussi. C'est une grosse attraction touristique. Avec la COVID, cette année, on a remarqué une grosse hausse de personnes qui viennent dans la région. Mais la plainte numéro 1 qu'on a, c'est je ne peux pas venir de chez nous. Pour rembarquer mon VTT sur nous là, puis je m'en vais dans un stationnement. Alors, on a beaucoup de personnes dans la région qui veulent partir de chez eux et puis circuler sur les chemins comme ils peuvent en motoneige ou en véhicule. Alors, c'est un peu ça que je voulais discuter, voir c'était quoi l'appétit du conseil, voir si c'est quelque chose qu'on peut travailler avec pour vraiment changer la réglementation. Au lieu de dire, là, les 60 chemins que vous pouvez aller, c'est peut-être là les quelques chemins où on ne veut pas que vous circulez, raison de sécurité ou quoi que ce soit. C'est vraiment être un petit peu plus inclusif puis amener des réglementations de VTT en ligne avec ceux des motoneiges. OK, merci Jeff. OK, c'est François Saint-Amour. Est-ce que ce serait mieux qu'on passerait un règlement où interdire où les 4 roues peuvent passer? Oui, alors c'est ça qu'on suggère, nous. Alors, au lieu de dire que, OK,
on vous laisse ces 59 chemins-là ou sections de chemin. On ne veut pas vous passer sur tel chemin entre ici et là. OK. Alors, au lieu d'être exclusif, à être exclusif de tout, c'est vraiment cibler les places que vous pensez que c'est un danger sécuritaire ou quoi que ce soit. C'est sûr, c'est sur les chemins dans la municipalité comme telle, les chemins qui sont dans les Ponts-Unis, c'est sûr que c'est un autre histoire au total, mais on est en discussion avec les Ponts-Unis pour avoir les mêmes choses. On a parlé avec la municipalité de Champlain, on a parlé avec Octobre. On a essayé de faire un petit peu plus d'expansion de notre système de pistes de VTT. Aller des places plus uniques, aller des places touristiques. Alors, c'est un peu dur comme ça avec la réglementation qu'on a. Le monde circule pareil, les autres, on ne peut pas s'en cacher, là, tu te promènes sur les 5 semaines, puis il y a du monde qui passe avec tout ce qu'ils veulent. C'est pas une réglementation de police provinciale. Eux autres, ils n'ont vraiment étiquette à quelqu'un parce que c'est légal partout. C'est vraiment une réglementation locale. Alors, ce qu'on regarde à faire, vraiment, c'est, comme vous dites, cibler les places où ce que vous pensez que c'est un danger qu'un VTT se promène sur le chemin. Et puis de là, ouvrir le restant de la municipalité, vraiment. Nous, sur notre côté, si vous allez voir notre carte, on a des chemins spécifiques. Notre point, c'est pas de mettre tous les chemins dans la municipalité sur notre carte et de dire là, OK. On veut quand même avoir des pistes ciblées avec une direction, avec un trajet, un but d'aller quelque part. Alors, si demain, on change la réglementation, je ne mettrai pas tous les chemins de la municipalité de la nation sur la carte et de dire là, toutes nos pistes. C'est un peu contre ce qu'on veut vraiment. On veut vraiment faire des chemins pour se rendre en quelque part spécifique pour faire. On appelle une loupe de VTT. Ouais, OK, c'est bon. Parce que c'est là qu'on a besoin de collaborer avec nos autres municipalités aussi. Parce que je ne sais pas si on devrait tout ouvrir, mais la première réglementation de la province, c'était les autres, ils voulaient ouvrir complètement toutes les routes, hein? Au début, c'était les autres appellent un office, où il fallait que la municipalité mette une réglementation disant que les véhicules ont le droit de circuler. S'ils ne mettent aucune réglementation, ça n'a pas le droit. OK. Dans le cas de la nation, vous avez depuis belle durée une réglementation. Alors là, les choses ont changé. Notre fédération provinciale, on va mettre un petit peu de pouce parce que les municipalités que, bon, on s'en va pas, c'est pas un problème, on va bien savoir. Mais là, la province a changé des choses de place. Et puis là, ça va être si vous n'avez pas de réglementation, tout le monde a le droit. Alors, la nouvelle réglementation qui va passer le 1er janvier 2021, si ça passe à la province, va allouer des véhicules extrêmes, qui appellent des Argo, des véhicules skid-row, bidrow, amphibiens, et des motocross qui sont plaqués. Encore, c'est tout le temps des véhicules plaqués. Là. Les véhicules non plaqués, ils n'auront pas quand même le droit. Ils vont avoir le droit. Comme c'est là, la manière que votre réglementation est écrite, ça va allouer ces gens-là de passer comme ils veulent sans avoir de restrictions. J'ai parlé de M. Octobre qui était au courant de ça lui-même. OK. Moi, j'ai un petit peu d'inquiétude avec les motocross, mais il y en a qui sont plaqués. C'est plutôt des trail bikes. Il y a des différents types de bicycles à 2 roues. Et puis les Argo, c'est vraiment trop gros, ça n'a pas d'affaire là. Moi, je vais insister. Quand même, il n'y en a pas gros dans le coin. Comme ça, des Argo, c'est fait pour amener ça dans le swamp. Pardon, sur nos pistes, nous autres, on n'alloue pas les Argos de circuler sur nos pistes encore. Ouais, OK. C'est encore quelque chose qu'on discute encore à la fédération, mais en ce moment, on ne les alloue pas parce que notre police d'assurance requiert que tout véhicule passe un certain standard de sécurité. Donc, les Argos, à ce point-ci, ne conforment pas. Ouais, ben, pense pas que c'est un gros problème. Il n'y en a pas tant que ça. Ça nous couvre un peu, là. OK, good. Là, parce que, est-ce que sur votre site web, vos pistes sont bien établies, si on peut aller voir et faire des maps pour nous autres? Oui, absolument. Okay. Absolument. Vous pouvez aller sur notre site web présentement, même si vous voulez, là, ATV, Réunion, VTTEO.org. OK. Puis moi, je vais aviser mes conseillers ici, aller de regarder. Peut-être, il va falloir faire un rapport au conseil plus détaillé. Oui. Parce qu'il ne faut pas manquer. Il y en a, ça peut frustrer, mais
On a beaucoup de chemins de campagne, je pense pas que c'est plus. Une fois que les municipalités s'organisent, je crois que là, les comtés vont avoir un petit peu plus facilement d'allouer certains bouts de chemin de comté. Parce que, pour moi, sûr, chemin de comté, les autres, ils disent c'est non à tout le monde. Puis il y a certains chemins de comté qui sont trop occupés. Peut-être que ça sera jamais là. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on ne peut pas y traverser. C'est ça. Fait que c'est ça que nous autres, on a fait faire vraiment d'enliguer vraiment la réglementation du DPT avec la réglementation de motoneige. C'est sûr qu'on tombe dans une différente acte dans la province, mais à la fin de la journée, c'est ça la plus grosse plainte qu'on reçoit. C'est qu'un gars dit, ben, écoute, moi, je peux promener en motoneige n'importe où ce que je veux dans ma communauté. En VTT, il faut que je rembarque ça dans la roulotte et je m'en lave en quelque part avec. Alors, c'est un peu ce qu'on nous autres, on reçoit de nos personnes. En fait, de plainte, nous autres, on essaie de plus de faire du patrouillage positif, faire de l'instruction, faire que le monde comprenne que, disons, sur le chemin des queues, on a quand même une zone tranquille, faire sûr qu'on savent des gens qui restent là. Ça ne me dérange pas qu'on se promène, mais c'est fait pas des coups. Ouais. On vient juste de former 9 autres patrouilleurs aussi pour faire ça. Là, la réglementation, c'est le 1% de personnes vraiment qui causent le trouble pour le 99, ils ne gâchent pas ça pour tout le reste. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut cibler dessus. Il y a beaucoup de places, comme dans Octobre, par exemple. Tu peux te promener n'importe où, tu vas dans Octobre, tu peux partir de chez vous, aller au centre-ville, aller au Canadian Tire, au Walmart. Il n'y a vraiment pas de chemins qui sont barrés dans Octobre. Il faut comprendre que Octobre, c'est un petit peu plus lourd, vraiment, là, que pas mal les autres villes qu'on a dans Prescott Russell. Fait que eux autres sont capables de le faire. Puis je sens qu'il y a vraiment de gros problèmes. Alors, je me dis, on devrait être capable de trouver une solution qui fonctionne quand même pour nos VTT à nous. OK. D'abord, nous autres, moi, je me demandais mes conseillers qui regardent ça, où est-ce qu'on est aujourd'hui, si on veut fonctionner à louer tout partout, ben avec des restrictions, ou vice-versa, qu'on nomme les rues. Ça va être au choix. We got lots of work to do there. Absolutely. OK, c'est bon. OK, y a-t-il d'autres choses des conseillers que c'est? Après ça, ça va venir les questions, ça va être les villages. Moi, je suis pas intéressé de voir les villages tout partout, là. C'est pareil comme les bicycles à gaz, les motocross. Rendez-vous à quelque part pour aller faire du motocross dans les forêts, dans les concessions, dans les chemins abandonnés. Mais c'est pas pour aller up and down dans le village. Ça frustre beaucoup de monde. Ça, je le sais. Comme ça. Oui, absolument. Puis moi, je veux juste mettre au clair que moi, ici, je suis juste pour représenter vraiment des VTT, mais c'est que la réglementation qui change, nous ont tous mis dans le même vaisseau. Alors, nous autres, sur nos pistes, on n'alloue pas des motocross et des Argos sur nos pistes en ce moment. Et puis, jusqu'à nouvel ordre, on ne changera pas ce règlement-là sur notre côté. OK. Donc, vraiment, nous autres, ce qu'on regarde, c'est d'ouvrir les chemins de la municipalité pour les VTT, qui me concerne, moi et mon club. Nous autres, on ne gère pas les motocross ou les Argos. All right, OK, c'est bon. Next step, ça va être l'ouvrage de la part du conseil ici, là, pour essayer de déterminer que c'est qu'on veut. Bon, toi, peut-être, t'aurais-tu des demandes spécifiques? Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là, que ça t'implique beaucoup. C'est la fermeture du pont Chartrand à Eryville, Dixon Factory Road. Le 1er novembre, ce pont-là il est fermé à tous les véhicules motorisés. 1er décembre, monsieur le maire. 1er décembre. OK. Ah, 1er décembre. Je ne suis pas sûr si tu le savais, ça, là. Oui, on a été mis au courant. C'est une des raisons pourquoi vraiment qu'on voulait vous parler, même durant l'hiver, nous, entre Castleman et Saint-Albert, pas dans des champs de fermiers. Vraiment, on aimerait profiter dans d'autres chemins qui sont déjà déblayés. Alors, on disait, OK, ben, originalement, c'est pour ça que j'avais fait la délégation, mais avec le COVID, tout était délai, les choses ont changé depuis le milieu de l'été. Alors, on a un petit peu changé de fusil d'épaule au lieu de dire, OK, ben, on va avoir une réglementation pour faire
un détour à cause qu'un pont est fermé, une autre réglementation de politique, ça. Je me disais, ça serait peut-être plus facile qu'on parle vraiment de tout ouvrir avec certaines restrictions au lieu d'avoir tout fermé avec certaines allocations. OK. Monsieur le maire, si vous permettez, j'aimerais peut-être en discuter avec Monsieur Dell et notre directeur des travaux publics. Puis, on va vous arriver là, avec un rapport pour la considération du conseil. Oui, peut-être avec M. Octobre aussi. Oui, avec M. Octobre. Oui. Oui. Parce que j'étais sur notre règlement, là, puis il y a un paquet de pages, il y a des bouts de chemin, après ça, il y a ça, des affaires comme ça. C'est bien dur on ne voit pas un ensemble de toutes les routes qu'on a. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité de Non, c'est ça. La réglementation qu'on cherchait vraiment à voir, c'est au lieu d'avoir de l'idée des petits rapports de chemin où on a le droit de passer, c'est vraiment de tout recommencer dans le niveau et de dire, OK, on veut vraiment pas que par exemple, on veut vraiment pas que les VTT circulent sur la 300 entre tel chemin et tel chemin. Pour X raisons, c'est à vous à décider. Alors, on a une grosse liste de choses qui est vraiment restreinte, parce que vraiment la municipalité de la nation est quand même très campagne, si on veut. On cherche vraiment d'essayer de pousser nos membres à rester dans les banlieues et non dans le centre-ville. Mais vraiment, je cachais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des VTT non dans Limoges. On a une centaine de personnes dans Limoges qui ont des passes et nous disent, ben vraiment, si je ne reste pas sur le chemin de Calypso ou de la 300, ben là, faut que j'embarque dans mon véhicule, je vais le mettre sur ma roulotte, puis là, je m'en vais quelque part d'autre avec. Alors, on essaie d'être un petit peu plus inclusif, si on veut. OK, c'est bon. Dans la réglementation aussi, il n'y a pas moyen. Le bruit, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire là-dedans. Hein. Les VTT, c'est pas tellement les les VTT, plus... mais les motocross. Oui, mais motocross, non. OK, ça oui. La manière qu'on gère les choses de bruit, c'est qu'on met ce qu'on appelle une quiet zone, une zone tranquille, où ce qu'on restreint la vitesse maximale à 20 km/h. Alors, la réglementation générale dans la province, si la vitesse du chemin est au-dessus de 50 km, on a le droit de circuler jusqu'à 50. Si la vitesse est en dessous de 50, on a le droit de circuler jusqu'à 40 km/h. Ça, c'est en fait de province, réglementation légale. Mais nous, on fait des changements, donc le chemin de la Croix, disons, qui est hors de Baker Road, on a un chemin qui passe en arrière du chemin du théâtre. C'est un chemin tranquille, une quiet zone, où tout le monde sont obligés de circuler à 20 km/h. On a eu des plaintes dans le passé, on a été mettre les pancartes, on a fait beaucoup de patrouillage, je suis sûr que tout le monde savait, dans la communauté qu'on était là, pour vraiment ralentir les VTT. Puis depuis qu'on a fait ça, on a vraiment pu tirer en plainte, le monde sont très contents dans la région. Alors, c'est des places où le monde se dit, on ne veut pas avoir un paquet de bruit des VTT qui circulent, pas de problème. On peut mettre des zones tranquilles où le monde sont obligés de descendre leur vitesse. Ouais. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions, les membres du conseil? Non, je pense que ça va prendre plus d'informations. Oui, et puis, c'est assez... Il faut mettre la tête là-dessus, parce que après ça, qu'est-ce que je viens d'entendre à Limoges? OK, il y a une centaine de membres, mais il faudrait les aider, mais c'est pas un free-for-all. Il faut que ce soit assez réglementé. Oui, OK. Alors, Monsieur Dell, je vais vous... On reçoit beaucoup de plaintes de gens à travers notre numéro de téléphone de notre sud. Ils disent, il y a des VTT qui se promènent sur mon chemin, ils font beaucoup de bruit. Je peux dire à peu près 99% d'appels qu'on a eu dans les dernières années, les personnes étaient pas, on appelle un membre, quelqu'un qui achète une passe à l'année. 99% du temps, le monde ne sont même pas détonneurs de passe pour notre sud. Aucun qui... Alors, vraiment, ce n'est pas les membres qui posent les problèmes, c'est, comme je dis, le 1% qui nous donne un mauvais nom. Alors, c'est ça qu'on essaie de rédiger avec le nom. OK, good. C'est bon. Monsieur Dell, je vais vous recontacter cette semaine là, pour fixer un rendez-vous avec certains de mes directeurs. Excellent, je vous remercie beaucoup, votre temps. OK, merci beaucoup. Okay. Au revoir. Bon, là, on a...
OK. On a une résolution. Non, moi, je n'ai Non. pas de résolution. J'avais. OK, parce qu'on a aucune d'autres direction. ouvrages à faire. Oui, vous nous donnez une direction, puis je vais. Oui, avec le Mario Cœur et puis Marc Legault, on Oui. commence là, puis Oui. voir que c'est qu'on a, ou ben, si on veut changer notre fusil d'épaule, ou aller où ce qu'on veut pas qu'il passe. Mais si vous avez, dans votre tête, là, pour vos quartiers, là, si vous avez des chemins où est-ce que vous dites, là, il n'y en est pas question, faites-me le savoir. Ouais, moi, c'est la 400, là. Ça, c'est quelque chose que souvent ils passent parce qu'ils veulent se rendre sur la barre de la 417, là. Ils passent trop vite, puis c'est bien résidentiel, puis c'est dangereux, là. OK. La 400. Ça en est un que moi, je veux vraiment pas OK. leur donner de permission. Je pense qu'il faut qu'il y ait... moi, j'aimerais voir des trajets. J'aimerais voir point A à point B. Et puis c'est là, pour connecter avec d'autres municipalités aussi. Oui. Là, Parce qu'il faut qu'il y ait une place à aller. Comme M. le maire l'a mentionné, c'est pas l'affaire de on se promène Puis oui, puis il y a peut-être, ça peut peut-être être avantageux, il y a peut-être des points touristiques qui peuvent être importants. Alors on veut que ce soit à l'avantage de nos entreprises touristiques. Mais je pense que le but, c'était qu'ils veulent qu'on ouvre. C'est plutôt d'ouvrir tous les chemins avec des restrictions. Alors, c'est laissé là, à vous là, de nous dire si, premièrement, vous êtes d'accord avec ça. Pas sûr de ça, là. Ouais. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer par identifier les circuits qui sont importants et qui font du sens pour nous. Les entreprises, puis qui font du sens pour eux aussi, dépendamment à l'extérieur où est-ce qu'ils veulent se rendre au-delà des frontières de la nation. Mais de là à juste mettre des restrictions, ça c'est une autre affaire. Mais je crois que c'est leur demande. C'est d'ouvrir, si j'ai bien compris, c'est d'ouvrir tous les chemins avec certaines restrictions. Est-ce qu'il y a de l'importance entre un chemin de gravelle et un chemin asphalté? Ça, c'est un bon point. pour les autres, non, il n'y a pas de différence. Pour eux autres, pour nous, moi, ça dépend quel chemin. Là, C'est mais, ça. OK, laissez-moi là naviguer avec tout ça, puis on vous ramène quelque chose. OK? All right, merci beaucoup. Prochain item, 7.5, le Roux Consulting, nos trains municipaux. Avez-vous des questions là-dessus? C'est un rapport assez bref? Oui. Non, pas de questions? On va recevoir le rapport? Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport du surintendant de drainage numéro 20-20-09-04 pour le mois de septembre 2020 tel que présenté par le Roux Consultant. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Fort. C'est où ce que Francis, quel item? C'est le point 7.6. OK. Pour Francis. OK. D'abord, ça, c'est-tu proposé? Oui. OK, merci, d'adopter. Oui. Monsieur Brière, vous parlez d'Halloween. C'est ça. Non, c'est juste que j'ai eu des questions concernant... juste mettre ça au clair un peu, parce que je sais que dans le média, Castleman, ils ont sorti puis ils ont déclaré certaines choses. Puis là, je pense qu'il y a peut-être un peu de confusion concernant s'il y a des restrictions, s'il y a des recommandations que la municipalité veut donner aux gens. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que ça s'en vient. Puis là, moi-même, je suis une famille qui veut savoir ça. C'est aussi où ce qu'on en est avec ça, si on dit non, ou on dit suis les recommandations, puis dans le fin fond, usez du bon jugement, puis usez votre tête. Là. Fait que je pense que c'est juste que je voulais ouvrir la conversation juste pour savoir. Ouais. Moi, j'ai répondu à 2 personnes. Une en français et une en anglais. J'ai dit, je crois pas que c'est la position de la municipalité de canceller une fête. Après ça, peut-être on va viser le Noël, on va visiter Pâques. Je ne crois pas qu'on est... c'est pas nous autres qui est en charge du calendrier.
Mais, on peut faire sur notre site web. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Dr. Paul, il y a des bonnes recommandations quoi faire. J'ai copié le bout anglais, j'ai envoyé dans mon courriel, la même chose en français. Je crois qu'on pourrait faire la même chose à la municipalité. On n'encourage pas le monde de se promener de porte à porte. Non. Trouver d'autres manières. Mais pour aller dire, canceller Halloween, ben, OK, si on le cancelle hein, pour faire du monitoring puis tout ça, qu'est-ce qu'on va faire là? Entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est pas vraiment Mais notre on devrait mettre quelque chose sur le site web pour adresser Halloween. Voici les questions. Poser des questions. Il y a déjà eu l'annonce sur Facebook que j'ai vu Facebook, aujourd'hui. Là. oui. Ça, c'était bien là, avec les guidelines. Oui, ces guidelines-là, ben, faire sûr qu'on répète ça. Voici la position de la municipalité. OK, excellent. Je pense que suis c'est d'accord des avec toi, positions. 100 000 $. C'est des positions réalistes que tu es mis dessus, puis c'est la décision des parents qu'est-ce qu'ils veulent ensuite. Et puis d'autres mondes aussi, ouvrez pas la porte. Point final. Laissez fermer les lumières ou ben non. Ouais. Puis moi, je mange tous les chocolats. Toi, Bichat. OK. Ça vous convient, M. Oui, non, Maire? c'est sûr. Comme j'ai dit, vous Ah, pouvez oui. juste avoir la conversation, faire sûr que les gens voient qu'on a entendu les questions qui ont été posées, puis à ce moment-là, on... Parce que si ça continue, ils vont canceller ma fête au mois de Ouais, novembre. ouais. Ben, c'est correct, vieillirez pas. Ça, c'est un plus. All right, merci. Là, on va aller à 12.1. Oui, Monsieur le maire. Alors, c'est pour l'adoption du règlement 79-2020 concernant le 120 rue Manitou. Attendu que le Conseil a déclaré comme surplus une parcelle de terrain au sud du 120 rue Manitou, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la recommandation du service de l'aménagement du territoire et que le règlement 79-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui. conseiller Fogg et appuyé par Oui. conseillère Lantier. Tous d'accord? Oui. Ouais. OK, adopté. Là, ça va être mis en surplus puis vendu au highest bidder. C'est ça l'idée? Mhm. OK. Il n'y a personne déjà qui l'a acheté, rien de même. Ouais, je pense que en bas, là, oui. Je pense que oui. Oui, je crois que... Monsieur Desjardins. Ben, Mais me c'est semble parce que que c'est déjà si- vendu. Si c'est déjà vendu, on n'a pas suivi notre manière de mettre Attendez les un choses instant, en... je vais appeler Monsieur Laflèche. Me est-ce qu'il- semble. Oui, s'il vous plaît. Oui. Parce que on n'a pas, c'est ça, on n'a pas suivi notre propre... Bon, je vais demander. Puis, il faut faire attention s'il y a des choses qui sont des personnes identifiables ou des négociations, on va falloir aller en huis clos. On pourra le Ben, ramener non, pour son aller en nom, huis il est clos. déjà là. Son nom est l'idée. C'est où, son nom? Il est juste en dessous. Où La ça? affaire après. Ok. Ça a changé. OK. Il me semble que ça... OK, c'est Manitou. Ça- surplus, votre question? Ouais. Sur ça, oui. Vous avez absolument... Enlève ton masque. Ton masque, plus proche du micro. Oui. Déclaré surplus. On avait passé, ça faudrait passer un règlement, vous avez raison. On avait juste passé une résolution pour le 120 Manitou à l'époque. Donc on devrait Ben, rapporter ce règlement-là. Mais c'est ça, on parle du 120. Là. Oui, mais c'est l'agrandissement du 120. L'agrandissement. Le 120 Manitou. Vous vous rappelez la résolution qu'on a amenée, il Mhm. offre à M. Oui. Robert Desjardins pour agrandir son terrain. Oui. Fait que c'était le règlement pour le transférer. OK, mais c'est pas un terrain où ça serait bâtissable. Non. comprends. C'est OK. l'agrandissement. C'est parce Comme qu'on ça, on l'avait ne peut pas fait, déclarer un lot vacant s'il n'est pas capable d'être bâti. C'est ça, là. C'est ça. Ma question, c'était que si on le déclare surplus, ben à ce moment-là, il faut qu'il passe un processus que faut qu'il bide dessus, puis ça, puis... Celle-là, c'est un But it's not a buildable C'est lot. parce que- Ouais, c'est pas un buildable lot, c'est juste l'agrandissement de son terrain. Comme qu'on avait déjà fait, parce qu'on avait déjà vendu un 22 pieds. Ouais. Ça, c'est combien de... C'est quoi? 28 pieds. 28 pieds? Oui. Est-ce que tu as donné une copie du... Oui. Oui. Testing, testing. On pèse On sur voit le pas. piton Glenn. Ouais, et pas allumé ta Il n'y a pas de lumière. piton. Oui, Juste en avant du micro. en arrière du micro. Évidemment, tu fais pas beaucoup de karaoké, hein? Monsieur Laflèche? C'est le même.
Une machine de karaoké. Non, please, non, pas lui qui chante pas. Alors, qu'est-ce qu'on a suivi? C'est justement la procédure quand on avait vendu le 22 pieds. Ouais. Alors, vu qu'il n'y a pas d'agrandissement, c'est un agrandissement et non la création d'un nouveau lot, on ne l'avait pas déclaré surplus. Quand on avait vendu le 120 Manitou, lorsqu'on les avait créés à l'époque, oui, le ça, je m'en rappelle. 116, 120, C'est eux, ça. on les avait déclarés surplus parce que les gens pouvaient l'acheter, Mhm. puis bâtir. Là, ici, la section, c'est simplement l'agrandissement d'un terrain existant. Il n'y a pas personne d'autre qui peut bâtir dessus. Mhm. C'était ça la question. All right. D'autres questions pour le 120? Non? OK, c'est bon. Peut-être reste pour le prochain, Oui. on parle d'innovation. Mhm. OK, ben là, Est-ce qu'on a pour Manitou, il y a quelque chose? Oui, mais il y a eu un vote. Ouais. là, OK. et Oui, puis- oui, OK. All right, Alors, OK. OK, c'est bon. Prochain, c'est 96-2020. Oui. Oui, alors c'est justement la vente d'un premier terrain qu'on a vendu à Porte Express Inc., qui s'en vient de bâtir dans le lotissement Innovation. Comme vous allez voir, on a 2 règlements. Vous le savez qu'on aime ça vendre, passer des règlements pour chaque parcelle de terrain qu'on vend. C'est certain qu'ils vont le jumeler ensemble, parce qu'ils s'en viennent avec une bâtisse. Mais c'est 30 000 pieds carrés, c'est aussi simple que ça. Wow. Alors, c'est dans les plans. Écoutez, ça c'est le règlement là, pour vendre la parcelle de terrain. OK. Merci beaucoup. D'abord, OK. Alors, pour le règlement 96-2020, alors, attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus les terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de Porte Express au montant de 76 307 et que le règlement 96-2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par... Oui. Oui. Oh, j'ai un taille, alors conseiller Fogg. OK. Est-ce que c'est impressionnant comment vite ça s'est vendu, ces terrains-là? Là? Il en reste quoi, 4 ou 5? Là? 6. Là, ça fait 38, 39, 20, 44. Puis les 2 du milieu. Ouais. Ouais, il y en reste 6 sur 22. C'est impressionnant. Là. Hey, Puis même, je sais qu'il y a des calvrettes qui ont été commencées à mettre. Là, Oui, sur oui, le il y a long de déjà la- de la construction qui commence si vous allez faire une visite d'innovation. OK. Bon, c'est des bonnes nouvelles. OK. Merci beaucoup. C'est adopté. Oui, j'en ai un autre qui est le 97-2020. Attendu que le Conseil a déclaré comme lot de surplus les terrains dans le parc Innovation, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la soumission de Porte Express au montant de 64 949,50 sous et que le règlement 97-2020 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK. Merci beaucoup. C'est adopté. Avez-vous des questions? Tout est beau? Merci beaucoup. OK. Le 12.4, on l'a passé tout à l'heure. Oui. Là, on est rendu compte payable. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 octobre 2020, pièce justificative numéro 20, 1 130 783 et 96 sous, proposé par Oui. alors, conseiller Lantier et appuyé par Oui. conseiller Mainville. OK. C'est bon? Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Les comptes payables, ça c'est fait. Oui. All right. Demande de dons. 14.11. Alors, ça, c'est pour l'amicale de l'Église Saint-Bernard. Vous avez une demande qui est attachée. Oui, j'ai eu une conversation avec Monsieur Michel-André Lavergne, juste pour voir là, le type d'activité qui est lié à leur demande de dons. Puis je pense qu'il en a fourni un exemplaire du genre
de documents qui est préparé, puis souvent, ils l'utilisent dans les visites guidées, mais aussi distribué à l'église après la messe. Puis vraiment avec différents thèmes par rapport aux éléments historiques de l'Église elle-même. Donc, au niveau des coûts, bien évidemment, il y a des coûts d'imprimerie qui sont rattachés à ça. Puis, je ne sais pas combien est-ce qu'ils en distribuent là, à l'Église même, mais c'est distribué ailleurs aussi pour promouvoir le patrimoine de l'Église de Saint-Bernard. Donc, c'est ça qui est leur activité. Puis, ils trouvent que ça devient difficile à un moment donné parce qu'ils n'ont pas de revenus comme tel. Puis, eux autres aussi sont pas capables, sont limités dans la levée de fonds présentement. Donc, c'est ça. Alors, je voulais juste c'est bon. l'information. Okay. D'abord, c'est qui propose quoi? Là? Leur demande, c'est 300 $. Moi, je vais en mettre 50. Moi, je vais en mettre 200. D'abord, 50 la part du maire aussi. OK. Alors, j'ai 200 $ du quartier 1, 50 $ du quartier 2 et 50 $ de la part du maire. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. OK, merci beaucoup. Banque alimentaire, Casman. OK, mais vous faire une proposition, donc, c'est que ça touche à plusieurs quartiers, ça, là? Oui. Il va aller 1000 pièces de la part des comtés. Le demande est combien, les autres? 2000? Non, excuse-moi. J'ai pas vu de chiffre. Ouais, pas comme ça. Moi, je vais en mettre 200. OK. Parce qu'encore plus cette année, je crois qu'ils sont plus busy que more than ever. OK. C'est bon. Okay. Mettre 200 quartier 3 aussi. D'accord. Alors, je vais lire la résolution. Alors, je sais pas si ça touche mon quartier, mais je vais mettre un 100 $. Oui, je pense qu'il va y avoir une demande de sel en brun là, qui affecte. Le sel en brun, puis c'est ça qu'on je pense. Il ramasse des. C'est ça. Il y en a aussi. C'est ça, nous autres, là, je pense que c'est. On va remplir des paniers d'une autre manière. Oui, c'est ça. Okay. Alors, je vais récapituler. 100 $ du quartier 1, 200 $ du quartier 2, 200 $ du quartier 3 et 1000 $ de la part des comtés. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK, ça c'est fait ça. Comité de loisirs Limoges. Bon, ils veulent, comme tous les ans, là, ils veulent allumer l'arbre de Noël là, au ras de l'église. Ils vont faire un événement avec ça. Puis c'est toujours relié avec la parade de lumière. Fait que là, il y a peut-être question que la parade n'est peut-être pas on va voir à ce temps-là. Mais ils vont y aller de l'avant avec la cérémonie d'allumer l'arbre cette année encore. Fait que, juste une idée comme ça, j'avais entendu à la radio pour les parades qu'il y a, je crois, certaines municipalités où est-ce qu'ils mettaient tous les chars allégoriques stationnés le long de la rue, puis les gens conduisaient puis regardaient les chars allégoriques. OK. C'est un peu un reverse. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, me semble, tant qu'à moi, c'est qu'il y a une parade. Ah, OK. Mais c'est le monde sont debout à côté un et autres. C'est ça, là.
peut-être ça. L'espérance. Non, non. En auto. Non. Oui, en voiture. Il passe en voiture. Ouais, je comprends. Mais moi, je voulais dire parade Normal. normale. là. Là. C'est juste les coins de rue, là, il y a beaucoup de gens, là, je sais, à Limoges, là, ça devient tassé, là, fait qu'il faudrait... En tout cas, on va voir quand que ça va venir, là, mais c'est comme c'est là, son sa clôture, là. Oui. OK. Alors, il y a une demande de 2000. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis à 2000. Ouais. 2000, OK. Du quartier... Du quartier 4, là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres offres? OK. Alors, il y a 2000 $ du quartier 4, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Forgue. OK. Tous en faveur? Oui. 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 OK. Excusez. C'était ma job. Excusez-moi, là, j'étais prêt à lire le spreadsheet. Là. Ah, oui. Merci, Madame Brizard. On va faire plus attention. OK. 14.14, la résidence La Joie, Saint-Albert. Oui, c'est ça. Le président du conseil d'administration m'a approché parce que là, en raison de la pandémie, ils ne se rencontrent plus dans leur salle. Le conseil d'administration se rencontre régulièrement avec le projet de construction, mais au centre communautaire, donc de façon distancée. Là, on est 8. Puis, il voulait savoir s'il y avait une façon d'aider avec les coûts de la salle. Le fait, c'est un horaire non lucratif en petits groupes. C'est seulement 30 $ plus taxes qui est chargé. Donc, j'ai dit qu'on pouvait toujours peut-être aider pour les 3 prochaines rencontres, là, parce que c'est quand même des bénévoles. Puis, c'est beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de rencontres en raison du projet, qui est un beau projet là, de développement là, qui se passe. Donc, ça serait 30 $ fois 3. 30 $ plus taxes fois 3 rencontres. Ouais. Moi, je serais prêt à le... Plus taxes, peut-être 120, 125, si tu rajoutes les taxes. C'est ça, oui. Je ne sais pas comment vous voulez l'écrire, là, mais moi, je serais ça va prêt venir, on va mettre, mettons, 125. Oui. Ça va être proche. 125 $ venant du quartier 3. Merci. Alors, quartier 3, 125 $, proposé par oui. conseiller Forgue, appuyé par Oui. ou un taille. Oh, Bon, je vais trancher. Conseiller Brière. OK. Merci beaucoup. C'est adopté. Rendu à 15.1. 15.1, 15.2. Deux rapports, avis de flambée de Bureau de santé de l'Est, l'Ontario. Et puis nos fameux panneaux solaires. Question là-dessus? Non? OK. On s'en va à correspondance. Excuse, M. Mainville? Je trouve qu'on a vu quand même un bel été, puis on est en arrière. C'est vrai? Si tu penses que nos équipements deviennent moins efficaces? Peut-être. OK. Correspondance. Ouais. Il y en a une que celle de la correspondance gouvernementale du canton Lake of Bays. C'est les assurances municipales. On aimerait ça que la... Hey, je pense que je crois que ça fait depuis que je suis au conseil municipal qu'on demande à la province d'aider les municipalités avec les coûts d'assurance, ou ben faire la réglementation différente. Peut-être un jour, on va l'avoir. Je m'excuse, c'est lequel? C'est... Pardon? Lake of Bays. Lake of Bays. 146. Oui, c'est page 146. OK. Ouais. Faudrait-tu la supporter ou... Oui, qu'on la ramène, parce qu'on a ça de la supporter. Moi, tout, je pense que ça vaut la peine. Parce que... De la revenir. Après ça, les autres, y a-tu d'autres choses? Ben, là-dedans, il y en a 3. Là. Révision sur les lois d'élection municipale. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Faut croire que... Oui, Ils font juste une adresse 9 à 1, là, il n'y a pas personne qui reste dedans. Pas d'électricité, mais ils mettent un nom. Tombe sur la liste électorale. C'est bien étrange. Je ne sais pas s'ils nous expliquent la situation complètement. Je pensais qu'il y a juste aux États-Unis que ça se passait. Ah non, ça. Il y a du monde, c'est bien créatif. OK. C'est correct, ça? Oui. All right. Et après ça, les autres des associations, groupes et secteurs privés, y a-t-il quelque chose là-dedans que vous voulez adresser? OK, d'abord, non.
Ça, on va recevoir la correspondance. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 19 octobre 2020 soit reçue, proposée par Oui. conseiller Mainville et appuyée par Oui. conseiller Forgue. OK. All right. Ça, c'est bon. Alors, c'est des événements à venir. 22-23, 2 journées de session de budget. Et puis, réunion publique de zonage ou lotissement le 26. Je crois que Mme Maisonneuve parlait de peut-être le 26, mais on va le faire. Qu'est-ce qu'elle va ramener le 23? Oui, c'est le 23. Oui. OK, Oui. c'est bon. Oui. Sur le 26, il n'y en aura pas. Oui. Le 26, c'est réunion publique de zonage. Je pense que c'est un item qu'on va avoir. Un ou deux. Ouais. OK. All right. Est-ce que, j'aurais dû le dire avant, là, mais il y avait vraiment quelque chose que je voulais souligner comme événement à venir. Vous savez que ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est le mois de l'histoire des femmes au Canada. Bon, j'en ai quelques-unes. Oui. C'est très intéressant. Et parce que durant le mois d'octobre, le 11, on célèbre la Journée internationale de la fille. Et le 18 octobre, on célèbre la Journée de l'affaire personne, c'est-à-dire la date commémorative à laquelle les femmes ont été déclarées comme étant des personnes. Alors, dans cet esprit-là, le 21 octobre, qui est mercredi, Leadership féminin Prescott Russell va lancer son site web. Et dans ce site web-là, on va avoir la page de la campagne politique au féminin, pourquoi pas moi, qui est le projet d'ailleurs que toutes les municipalités ont soutenu, endossé, pour justement qu'on puisse développer des outils en français pour les femmes qui veulent s'avancer en politique municipale, qu'elles puissent connaître c'est quoi le processus, puis qu'elles puissent aussi s'impliquer. Donc, ça va être disponible à partir du 21 octobre. On le souhaite, si Dieu le veut, qu'il n'y aura pas de glitch avec le nouveau site web, mais les gens pourront aller voir soit leadership féminin pr.ca ou pourquoi pas moi.ca. Ils vont arriver direct sur la page de la campagne. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier ça au début de la rencontre parce qu'on a travaillé très fort là-dessus. Puis comme vous savez, le comité politique au féminin regroupe 7 femmes élues sur les 8 municipalités de Prescott Russell. Alors, c'est un très bon groupe. Merci, Mme conseillère Lantier. OK. Huis clos, il n'y en a pas. On va aller règlement confirmé procédure. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 95-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 19 octobre 2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. conseiller Fort et appuyé par oui. Bon. Oui. On va aller avec conseiller Mainville. Right. Bon, là, c'est le temps de la journée, là. 19h17. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h17. Proposé par oui. Conseillère Lantier et appuyé par oui. conseiller Mainville. OK, merci. C'est adopté. C'est fini. Et c'est un